Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise de OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode où on va revenir sur le début de saison historique du Thunder, il faut quand même le dire. Et aussi un petit peu sur le dernier match face aux Spurs qui a fait lever les foules, qui a agité un peu le monde NBA, les fans, etc. Non, ça a été un très gros match et c'est l'occasion aussi de revenir dessus et de sortir un peu de notre torpeur des matchs à plus de 20 points d'écart pour un match un peu plus intéressant et une défaite du Thunder, c'est assez rare. Donc avec moi aujourd'hui pour faire ça, d'abord Charlie, comment ça va? Ah, ça va très, très mal depuis cette défaite face aux Spurs, c'est terrible. Non, je plaisante, tout va très bien, hein, quand même, 24-2, un début de saison, historique, hein, à égalité avec, celui des Warriors, il y a très exactement 10 ans de ça. Donc, non, très, très heureux de ce début de saison. Voilà, ça nous coupe dans une série de 16 victoires, hein, meilleure série de l'histoire de la franchise. Donc non, très heureux d'être là et très heureux d'être de retour ici pour parler de tout ça. Ouais, parce que l'autre fois tu avais loupé l'épisode, mais tu avais été Tout remplacé à fait, et très j'avais bien laissé ma place. par. Ouais, tu avais été très bien remplacé par Amaury qui est déjà de retour. Oui, les rookies, on leur donne du temps de jeu directement. Nous, on va dire. Vous l'avez bien apprécié d'ailleurs, Amaury, la dernière fois, donc merci pour vos messages. Et comment ça va, Amaury? Bah écoutez, ça va très très bien aussi, même si la défaite contre les Spurs sur le moment a fait un peu mal avec la fin de match, etc. Mais on est en 24-2. Ça nous a sorti un peu de la routine de gagner par 20 points, où on a une petite période de gagner de 5 points, mais on n'avait jamais vraiment eu peur. Là, on a quand même senti un peu plus de tension, un peu plus de voilà, ambiance playoff avec Victor, le retour de Victor, etc. Beaucoup de storytelling. Et puis voilà, un peu de divertissement autour de la NBA, ça fait pas de mal finalement. Non, c'est sûr, on va pas se cacher les choses. C'était un très gros match, c'était bien à suivre, et même là, les débuts de rivalité qui sont un peu trop poussés, à notre goût des fois, mais les débuts, la naissance de quelque chose, ça peut être intéressant à suivre, et ça sera encore plus intéressant. Ouais. Donc avant de commencer, déjà de revenir sur cette saison, petit rappel, je fais pas souvent au début, mais là quand même petit rappel, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, quand on sera de retour rapidement. Il y aura pas mal de choses à suivre là pendant les vacances de fin d'année, hein, entre le Thunder qui joue au Christmas Day à une horaire européenne, entre sûrement le retour aussi de notre Thunder Quiz qu'on fait tous les ans. Voilà, donc il faut, si vous voulez pas louper ça, abonnez-vous partout. Et puis, bah, on va y aller. On va y aller. Quand même, petit rappel, donc 24-2 au moment où on enregistre et sûrement au moment où vous écoutez ça. Avant cette défaite contre les Spurs, 24-1, c'était le meilleur bilan, le meilleur départ de l'histoire avec celui des Warriors 2015-2016. On reviendra d'ailleurs plus tard dans l'épisode sur ce fameux 73-9. Est-ce qu'il est accessible pour cette équipe d'OKC? On a tout de suite perdu contre les Spurs après ce meilleur départ dans un très gros match, mais ça n'empêche que ce début de saison, je ne sais pas si on s'y attendait vraiment, on pourra peut-être commencer par parler de ça, mais est historique de la part d'OKC, de par le bilan, de par plein de chiffres qu'on va aborder aujourd'hui. Donc peut-être Charles, déjà est-ce que tu pensais qu'on allait réaliser ce type de début de saison après avoir gagné le titre? Et après, bon, le facteur clé, on va vite y venir, mais pour toi, c'est quoi le facteur clé de cette réussite? Ben, moi, je me rappelle quand même quand on a enregistré la preview, on avait quand même pas mal évoqué ce sujet. Est-ce que le Thunder allait faire un début de saison et globalement une saison, aussi historique que la précédente? Et moi, j'étais quand même plutôt de l'avis que le Thunder, avait gardé le même effectif et et avait, tout simplement des individualités qui allaient progresser et que ça pouvait que être mieux. Mais c'est impossible de prévoir un début de saison, all-time. C'est presque impossible de dire: «On va faire 24-1, on va faire 24-2». Donc non, je m'attendais pas à un début de saison, aussi impressionnant au niveau comptable, mais un début de saison aussi dominant. En tout cas, un début de saison dominant, c'est sûr que je m'y attendais. Maintenant là, la domination, c'est tout bonnement, historique, rien qu'on peut parler du différentiel, de points. Voilà, l'année dernière, en différence de points, tu as battu le record all-time, tu étais à 12,9 points. Là, tu commences ta saison autour de 17 points d'écart. Donc c'est juste tonitruant et maintenant, ben, le facteur clé qui fait que cette équipe d'OKC est aussi dominante, c'est défensivement, évidemment. Heu OKC sort d'une saison avec une défense historique et bah, elle redémarre avec une défense, tout autant historique, avec un defensive, rating, all time. Enfin, c'est pas vraiment le defensive rating
qui est all-time, mais c'est plus la différence avec le deuxième defensive rating de la ligue. Il y a 7,6 d'écart avec le deuxième. Donc, ça serait tout simplement le plus grand de l'histoire. Il y a le même écart entre le deuxième et le 26e, voilà, juste pour se planter le décor. Donc voilà, on est sur de la domination qui domine, tout simplement. Ouais, effectivement. Moi, j'ai même une stat à rajouter sur ça. C'est du coup la moyenne NBA, elle est autour de 114, donc on a moins 13 de defensive rating comparé à cette moyenne. Le deuxième meilleur sur les 15 dernières années en termes de comparaison, c'est Minnesota 2023-2024 qui est à moins 8, qui a 5 d'écart. Et c'est donc c'est juste une défense historique avec en fait que des joueurs élites défensivement. Élite en termes de turnover provoqué, élite en termes de point of attack, défenseur point of attack, avec Lou Dort, avec Cason Wallace, avec Caruso défenseur sur le point of attack et défenseur sur le power forward, sur le pivot, sur l'ailier, sur l'arrière. Il défend tout le monde, et notamment Victor hier, Victor samedi, qui il a fait quand même. C'est celui qui a le mieux limité Victor en tout le match. Et puis tout simplement collectivement en fait, le fait d'avoir aucune liability en défense, ça te permet juste d'être élite partout. Tu es premier en pourcentage de tir des adversaires qui sont à 50,8%. Tu es premier en turnover provoqué avec 17,4% par possession, c'est-à-dire une possession sur 5, l'adversaire il prend même pas un tir. Tu es premier en nombre de points sur contre-attaque encaissés. Ça veut dire que à la fois tu défends bien sur jeu placé, tu provoques des pertes de balles, mais en même temps l'équipe adverse elle n'a pas non plus de contre-attaque. Tu as un repli défensif qui est excellent. Et en fait, tout simplement, ça fait que une défense all-time avec aucun défaut défensivement, gros défaut, on va dire défensivement. Parfois, on aide un peu trop en laissant des tirs à 3 points ouverts, mais même en tir à 3 points ouverts, on est deuxième en pourcentage à 3 points concédés. Donc, ça veut dire qu'on n'aide pas tant que ça finalement, ou alors qu'on recover très bien. Donc, voilà, il y a rien de plus à rajouter. C'est une défense all-time et qui a les moyens de se présenter comme la meilleure défense de l'histoire, même si évidemment c'est très dur de comparer les époques et les défenses en 1970, enfin en 1980, 1970, qui devaient défendre dans l'arc de cercle et jamais à 3 points. Ouais, ben, en fait, l'année dernière, on avait beaucoup débattu sur la notion historique de la défense et à quel niveau faut la placer. Et là, tu es en train de péter ce record-là complètement. Et Charlie, tu l'as bien dit, ce qui est impressionnant, c'est pas forcément le chiffre brut de defensive rating, parce qu'à l'époque, bon, ça n'avait rien à voir. Mais c'est vraiment cette différence avec le reste de la population, j'ai envie de dire, où vraiment, même quand tout va mal, et c'était un peu le cas contre les Spurs, et bah, au final, tu as une défense qui tient le choc presque tout le temps, en fait. Globalement, c'est très rare que tu prennes un vrai run offensif de l'équipe adverse. Alors, ça pourrait arriver, et on en reparlera, parce que tu laisses quand même beaucoup de 3 points. Tu laisses beaucoup de 3 points, tu laisses beaucoup de 3 points ouverts, mais en fait, ça fait partie de ta stratégie qui est mise en place depuis quelques temps et qui est peut-être encore plus exacerbée cette année, où t'es élite de chez élite sans protection de cercle. Bon là, l'association d'Hartenstein et de Chet, ça marche du feu de Dieu. Tu gagnes plein de ballons, t'es premier au seul sur toutes les stats, etc. Voilà, t'es vraiment une espèce de muraille dans la raquette avec des espèces d'arbalètes autour des archers qui vont te chercher tous les ballons qu'ils peuvent et de cibler les joueurs, etc. Et je trouve qu'on est en plus meilleur que l'année dernière de toutes ces stats déjà qui ont été exacerbées et encore plus poussées à l'extrême. T'es meilleur sur certains défauts que t'avais. C'est-à-dire que tu es passé de 21e à 5e au pourcentage de rebonds offensifs laissés. Bon là encore une fois, la double big line-up, la cause et effet est assez évidente, mais globalement voilà, au rebond, tu as vraiment corrigé le tir. Déjà avec l'arrivée d'Hartenstein l'année dernière, ça avait amélioré un défaut ancestral, j'ai envie de dire, d'OKC depuis la reconstruction. Là, tu l'as vraiment corrigé. Et ensuite, tu as progressé au free throw rate aussi laissé à l'adversaire. Alors, le chiffre en soi n'a pas beaucoup bougé, mais tu es passé de 26e dans la ligue l'année dernière à 11e. Et du coup, pour une fois, et contrairement à ce que disent tous les gens, OKC a un free throw rate positif, dans le sens que tu as plus de lancers que tu en as de concédés, ce qui est la première fois depuis très longtemps. Hein, donc si vous dites l'inverse, c'est qu'OKC a plein de lancers, bon, c'était pas trop le cas, et même maintenant, c'est pas forcément le cas. Donc vraiment, tu as une défense qui est, vous l'avez dit, de par le personnel, de par la dimension collective que Daynault a insufflé maintenant depuis longtemps, qui est c'est même plus élite en fait, c'est historique, et ce qui te permet de t'approcher peut-être à la fin de saison, voire de battre le record de net rating des Bulls, hein, parce que là pour l'instant tu as une grosse marge dessus. L'année dernière c'était le cas aussi, ça avait baissé petit à petit, mais là tu as une énorme marge dessus, donc vraiment il y a
en fait, on pourrait donner 10 000 stats qui montrent que cette défense est la meilleure de la ligue. Donc, on pourrait y passer un quart d'heure. En vrai, vous en avez déjà dit pas mal. Juste une qui m'a quand même fait rire, c'est que OKC n'est pas premier aux interceptions. Phoenix a réussi à les battre là-dessus. Mais OKC est quand même premier au turnover provoqué. Donc, quand même, on rattrape un peu les choses. Mais Phoenix, pour l'instant, fait plus d'interceptions qu'OKC. Donc, chapeau à eux pour avoir mis une défense un peu sortie de nulle part, mais qui marche plutôt bien. Ouais, et puis même au-delà des stats, en fait, ce qu'on peut pas quantifier, c'est l'intensité que les joueurs mettent en défense. C'est-à-dire que dès que tu passes le milieu de terrain, tu as un Lou Dort dans ta poche ou un Kayson Wallace qui vient te coller tout le match. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on quantifie pas vraiment. Mais moi, je trouve que on sous-estime le fait que, ouais, ils ratent leurs 3 points ouverts, mais parce que peut-être qu'ils sont beaucoup plus fatigués contre une défense après défendue pendant 35-40 minutes par Lou Dort et Kayson Wallace que s'ils étaient défendus, que s'ils jouent les Wizards, par exemple, avec tout le respect, qui forcément vont mettre moins d'intensité, etc. En fait, plus tu as de la fatigue, moins tu es précis au tir. Et notamment en fin de match, c'est pour ça qu'on est assez fort dans le clutch, je trouve. C'est que on peut continuer de se permettre de mettre la même intensité alors que l'équipe adverse n'a pas forcément mis la même intensité tout le match et doit se trouver à réaugmenter son intensité. Et tu es beaucoup moins capable quand tu es très fatigué, mais aussi tu as un roster qui est deep, un roster qui a 11-12 joueurs capables de jouer, ça aide beaucoup. Ça fait, Marc Daigneault, regardez chez, il joue 34 minutes par match, je crois, ce qui est assez peu finalement pour un franchise player ou pour le joueur qui joue le plus de minutes. Mais on a quasiment tous après à 30, Chet, Hartenstein, etc. à 30. Et on a pas mal de joueurs à 20 finalement, où d'autres équipes vont jouer, les Spurs ont joué à 9 par exemple samedi, alors que Victor a joué seulement 20 minutes. Donc je pense que c'est aussi et on va en reparler, je pense aussi pour les 73 victoires et pour le côté fatigue, etc. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que défensivement, pour moi, l'intensité, elle est encore plus accrue que l'année dernière, en fait. Ça peut paraître fou de dire ça, mais je trouve que, en fait, sur les rotations, sur l'agression sur le porteur, sur les lignes de passe, je trouve qu'on est encore plus concerné que l'année dernière. Et certes, tu fais tu n'es pas premier en interception, mais tu en fais une de plus que l'an dernier. Tu fais plus d'une déflection de plus que l'an dernier. Et visuellement, je trouve que ça se ressent vraiment. En fait, tu as vraiment les 5 joueurs sur le terrain qui ont un contact avec son vis-à-vis, qui sont collés à lui. Et tout simplement, ça fait que tu provoques une valise de turnover. Et d'ailleurs, tu es à 25 points sur turnover. Donc, tu es premier de la ligue. L'année dernière, tu étais à 21,8, donc tu es à plus de 3. Et tout simplement, c'est pour l'instant un record all-time. Alors, la stat a commencé à être mesurée en 1995, mais voilà, 25 points sur perte de balle, pour l'instant, c'est un record all-time. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit, Pierre, par rapport au net rating, sur le fait que tu talonnes un petit peu celui des Bulls. Alors, tu as vraiment beaucoup plus d'avance Oui. que l'année Ah oui, dernière, oui. parce qu'à la même période, l'année dernière, tu étais à 11,9, soit 4,5 de moins que cette année. Là, tu es à 16,4 de net rating. Enfin, 16,4 de net rating, il faut se rendre compte, c'est du délire. C'est du délire. Il y a 3-4 ans, quand on était positif au net rating, on était content. C'est dingue. Enfin, c'est hallucinant. Non, il y a plusieurs points là que je peux peut-être ajouter. D'abord, sur le tir à 3 points. Alors, on est un peu moins bon que l'année dernière dans les pourcentages concédés de ce que j'ai vu. Mais après, tu es toujours aussi fort dans la notion de contestation. C'est-à-dire que oui, tu en laisses beaucoup, mais tu en laisses beaucoup qui sont quand même contestés. C'est-à-dire que tu arrives quand même à faire les efforts, etc. Et ça c'est toujours une pièce en l'air entre guillemets parce que il y a des fois ça tombe du mauvais côté et tu peux prendre une rafale à 3 points. Je pense à Utah par exemple qui a mis une première mi-temps complètement en rafale quand on les a joués et après ils en ont pris 30. Mais enfin voilà, c'est vraiment une pièce en l'air et en playoff, des fois la pièce elle tombe du mauvais côté. On l'a vu des passages contre Denver, on l'a vu contre Indiana aussi. Donc voilà, c'est toujours un peu le mauvais côté de la pièce de la stratégie qui est mise en place. Après, je pense que tout ce qu'on vous avait dit, que ça soit sur la encore plus agression que l'année dernière, le côté on gagne encore plus de ballons, je pense qu'on n'en a pas dit que du bien dans le dernier épisode, mais de la présence de Chet défensivement
en fait, t'aides tellement globalement, même s'il n'est pas que poste 5, qu'en fait, tu peux encore plus assurer à aller être agressif très haut. Et d'ailleurs, la défense un peu individuelle tout-terrain revient de plus en plus en NBA et pas qu'à OKC. Et c'est bien à voir parce qu'en fait, de dire que ça défend pas, il y a plein d'équipes qui commencent à mettre des presses tout-terrain. Et Cassano Wallace qui pique 2 ballons par match juste dans les mains du défenseur, enfin de l'attaquant du coup, et qui va marquer, ça, on le voit de plus en plus. Donc ça, dans cet aspect-là, c'est très bien. Et puis, t'es élite partout en fait. On a parlé des transitions, mais même la transition, t'es premier. Mais aussi parce que t'as une stratégie offensive, et on y reparlera, qui fait que tu joues pas le rebond offensif ou très peu. Mm. Du coup, tu reviens en défense. Du coup, tu laisses très peu de transition. Et depuis plusieurs années, t'es la meilleure défense demi-terrain de la NBA. Donc en fait, tu te dis, oh, non, on a juste à se replier. Et on sait que derrière, on a les capacités pour aller gagner des ballons et tout ça. Et Charlie, tu as parlé du fait que tout le monde était potentiellement collé à son joueur, etc. On le voit sur les démarquages, sur les prises d'écran et tout ça. Mais en fait, tout le monde est aussi archi réactif. Du moment où il y a un drive, il y a une aide à donner. L'aide, elle est très tôt, très tôt dans le demi-terrain. Les rotations sont souvent très bien faites. Il y a des exemples où tout le monde tourne ensemble, etc. Et qui sont parfois pas si logiques que ça si vous jouez au basket en Europe. Des fois, les rotations, elles vous paraissent un peu bizarres, mais elles sont 10 fois plus efficientes et elles occupent 10 fois plus de terrain que ce qu'on pourrait faire nous. Non, vraiment, c'est une masterclass fondue défensivement et de par, et vous l'avez dit, un personnel qui est. Là, je pense que pour le coup, dans le personnel que tu as, je pense pas qu'en NBA que tu as déjà eu ça. Et encore, on parle d'une équipe où il y a eu plein d'absents, mais tout le monde comble le manque à chaque fois. T'as aucun trou. Et j'ai envie de dire aussi une équipe où il y en a certains qui passent un peu à côté. Lou Dort, cette année, et on n'a même pas besoin de lui, en fait. T'as même pas besoin Mm. de le voir dominant défensivement parce que t'as un Cason Wallace qui est devenu titanesque, qui a été d'ailleurs défenseur du mois de octobre et de novembre, mais qui est devenu monstrueux, quoi. Ça devient un poison. Donc, vraiment, t'as une profondeur là-dessus qui est ahurissante. Mais on le savait avec l'arrivée de Caruso et d'Artenstein, mais là, ça devient exacerbé encore une fois. Mais c'est pour ça que tu arrives à faire des rotations qui paraissent presque illogiques, en fait. Parce que ton personnel, en fait, il est dingue. Donc tout le monde est réactif. Et selon moi, vraiment, les rotations, j'ai jamais vu OKC avec des rotations pareilles. Et même peut-être enfin, une équipe NBA défendre comme ça avec des rotations pareilles. J'ai sûrement jamais vu ça. Et Sachant que Dub vient juste de revenir en plus, et que pour ouais, le coup, offensivement, ouais, on va en ouais. reparler, c'est pas fou, mais défensivement, il Les a fait 2-3 défenses. matchs délire. Et il y a un truc aussi qui est pas très quantifiable, mais je trouve, et avec l'arrivée de J-Dub, c'est encore pire. Je trouve qu'il y a vraiment donc toujours une agression sur le porteur de balle, mais qui te permet de gagner un nombre de ballons sur les passes parce que du coup, le joueur adverse va faire une mauvaise passe et tu vas réussir à l'intercepter. Et je trouve que tu gagnes encore plus de ballons de cette manière parce qu'en plus, les joueurs coupent très très bien les lignes de passe, sont très très vifs, très réactifs. Et en plus, derrière, ça te permet de te projeter devant. Ça, J-Dub est un joueur qui le fait très bien. Et en plus, OKC est une équipe, est l'équipe la plus efficace sur transition. Donc, c'est parfait. Et tu parlais, Pierre, du rebond. Il y a aussi quelque chose qui a changé chez OKC. C'est que cette année, tu es top 1 en points autorisés sur seconde chance. L'an dernier, tu es 24. Tu es 24e. Donc, en fait, OKC gagne encore plus qu'avant le jeu de la possession, sachant que tu perds très peu de ballons, tu concèdes encore moins de rebonds et donc encore moins de points sur seconde chance. Tu gagnes énormément de ballons et tu te projettes vers l'avant. Donc, en fait, à un moment, tu shootes et tu as beaucoup plus de possession que l'adversaire. Donc, ça devient en fait imbattable. Et c'est pour ça que tu es en 24-2, en fait. Ouais, c'est la philosophie d'Egno, il le disait en interview. Je veux pas que l'attaque, enfin, je veux pas que ma défense réagisse à l'attaque, je veux que l'attaque adverse réagisse à la défense que moi je vais proposer. Et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, limite, nos joueurs en défense courent plus que les attaquants qui sont en train de faire leur système. Parce qu'ils sont toujours là à aider, ils sont toujours là, hop, je viens mettre un pied dans la raquette et hop, je me resserre direct à l'opposé parce qu'il y a une skip pass. En fait, sur le pick and roll, je vais pas prendre le pick. Je vais soit ice, soit je vais faire un choix avant que même l'attaquant ait pu faire son choix. Parce que, en fait, on les emmène dans les schémas que nous, on a envie de défendre et que nous, on a envie de faire, même si on est capable de défendre quasiment tous les schémas, hein, c'est pas le problème.
mais on est dans nos schémas préférentiels, et ce qui fait qu'en fait, les équipes adverses ne jouent jamais leur jeu face à Oklahoma City. C'est-à-dire, on regarde un match de n'importe quelle équipe, on regarde face au KC, on a l'impression que c'est pas la même équipe, parce que justement, c'est pas cette équipe ne peut pas mettre son jeu en place. Elle peut pas mettre son petit système en place tranquillement, elle peut pas poser son écran, je sais rien, un tagger, un truc machin. Non, non, non. L'équipe de KC, elle empêche ça en fait. Elle empêche tout ça, et avec des switches, avec des joueurs exceptionnels, hein, parce que pour avoir un système comme ça, il faut des joueurs exceptionnels qui sont capables de défendre sur deux gars en même temps à l'opposé du ballon, qui sont capables d'aller trapper dans les bons moments, etc. Parce que c'est bien d'avoir les systèmes en place, mais il faut avoir le QI basket défensif et la capacité physique de le faire. Mais cette équipe, elle sait très bien le faire. Et Degnaud, certes, il a un personnel qui est exceptionnel, mais il a aussi fait utiliser ce personnel exceptionnel pour le rendre encore meilleur. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on vraiment, tu as les deux tâches. À la fois le schéma exceptionnel et les joueurs exceptionnels. Et donc, c'est pour ça que tu as la meilleure défense de l'histoire. Ou une des trois, après à voir, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est la meilleure, on va dire. Voilà, Vas-y. la meilleure de l'histoire. On a envie de dire comme ça. Ouais. Non, peut-être avant de parler de voir s'il y a des défauts, mais enfin, on pourrait être dithyrambique, c'est pour ça, peut-être juste avant de parler des défauts, mais tu as une certaine polyvalence dans ce roster et dans comment tu peux défendre, même dans le joueur lui-même, j'ai envie de dire. Enfin, Hartenstein, en fait, au début, on disait non, mais on fera que du drop, machin. Bah, pas du tout. Pas du tout. Chet non plus. Tu peux switcher sur tout si tu as envie. Tu peux faire. En fait, tu peux t'adapter potentiellement à l'attaque adverse. Mais tu es tellement dominant et tu rends tellement les choses difficiles que tu n'as pas forcément besoin de t'adapter. En fait, c'est plus. Et on en parlera peut-être pour l'attaque, de ce côté où on s'adapte ou pas. Mais en défense, tu t'adaptes rarement et en fait, tu es tellement impactant. Ah, vas-y, tu fais trop mal. Alors, à part cas exceptionnel, et notamment contre les Spurs, où tu adaptes un peu ton personnel et ta façon de défendre, on en reparlera, tu n'as pas forcément besoin de t'adapter pour être dominant. Et d'ailleurs aussi, peut-être juste à mentionner, j'ai quand même l'impression, notamment dans les passages que l'on apprécie guère, où Jay Will est un peu tout seul à l'intérieur, qu'on utilise beaucoup plus la zone. Et une zone, encore une fois, où... Alors en NBA, c'est rarement le cas, mais c'est une zone qui est très agressive. C'est... les porteurs de balles sont pris, tu peux avoir des trappes, enfin tu protèges beaucoup le cœur de raquette et tu sors beaucoup sur les close-out. C'est pas une zone où tu laisses un peu faire, quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant qu'on essaye d'ajouter des armes un peu à cette défense aussi, de la polyvalence, et aussi, sachant que tu en prends tout le temps de la zone, des fois, autant en faire aussi, hein. Et c'est pas inintéressant, et ça aussi, ça revient des fois un petit peu à la mode en NBA, et à raison, hein, parce que ça a été efficace contre OKC, notamment en playoff l'année dernière, donc autant l'utiliser. Est-ce que vous voyez des défauts du coup à cette défense-là? Est-ce qu'il y a vraiment allez, si là, demain, le taf horrible. Demain, vous devez scouter la défense du Thunder et dire à votre coach principal, c'est ça qu'il faut faire. Le taf infaisable. Déjà, soit je démissionne, soit je demande une promotion, quoi. Enfin, une augmentation, parce que c'est quand même pas un job facile. Et franchement, en fait, les petits défauts qu'on avait commencent à être un petit peu oubliés. On parlait du rebond, on parlait des lancers francs adverses. Enfin, ça commence à être difficile de trouver des défauts à cette équipe. Enfin, t'as pas de joueurs qui t'ont mis des sauces. T'as toujours réussi à les stopper. Enfin, je vous renvoie le bâton de relais, mais j'avoue que ça devient compliqué de trouver des défauts à cette équipe. Non, il y a pas. Je vois pas de défaut. En fait, le seul défaut de cette défense, c'est l'attaque par moment. Ouais. Non, mais c'est vrai. Parce que quand tu rates beaucoup de 3 points, souvent 3 points égale rebond long, on joue pas beaucoup le rebond offensif. On prend pas tant de 3 points de points en contre-attaque. Mais en fait, sur les runs qu'on prend, on parlera de l'attaque après, mais les runs qu'on prend, c'est en fait beaucoup de 3 points en transition. Des 3 points, on n'est pas forcément replacé, etc. Parce qu'il y a eu un rebond long, une passe, bam, 3 points, 45 degrés, on prend. Mais cette défense, soit le rebond sur les line-up où il n'y a que Jay Will, mais ça, on va en reparler avec un match précis. Et c'est tout. Mais est-ce que Jay Will va tant jouer avec ça en playoff, ou est-ce il jouera dans des configurations qui seront positives pour lui? Donc je vois pas. En fait, je vois pas le défaut de cette défense en playoff, hormis que l'équipe adverse prenne feu à 3 points, mais elle prendra feu à 3 points sur des tirs défendus contestés quand même. Donc même si ta défense est élite, de toute façon, si un mec met dedans sur un tir contesté, tu peux pas faire grand-chose.
En toute façon, fait, ouais, le seul qu'on peut dire qui est peut-être un peu moins bon, et encore, il est capable d'éteindre Anthony Davis, c'est Jay Will. Donc voilà. mmh, Il est moins bon tout seul, surtout. C'est là qu'on l'apprécie moins. Et Desnotes le fait pas mal, et surtout avec le retour de J-Dub, t'as l'impression qu'il veut utiliser deux ensemble. Et là, ça s'est un peu vu, notamment contre les Spurs. Mais je suis d'accord avec toi, Amaury, que le principal défaut, en fait, c'est ton attaque, quoi. Enfin, c'est ce que mmh, va ne pas amener ton attaque des fois et qui va te mettre en difficulté. Parce que tu as des transitions qui sont données. C'est ce qui est arrivé contre les Spurs quand ils font leur run, hein. Et des transitions via le 3 points, tu l'as dit, mais des fois aussi Castle qui va tout droit ou des choses comme ça. Et le seul défaut que je pourrais éventuellement, deux autres petits points, bah, c'est si tu as une arme nucléaire à l'intérieur en face, c'est-à-dire Jokic, Wemby, Embiid en grande forme, Giannis peut-être à voir, mais où tu peux avoir un doute. En playoff, ça s'est passé plus ou moins l'année dernière. Il y a eu des bons matchs, notamment le match 7 contre Denver, il y a eu des moins bons. Mais tu peux te dire, ça, on peut être en difficulté parce qu'on va être obligé de trapper. Et après, dans les traps, ça gâche un peu notre défense où effectivement, tu es sur les lignes de passe, etc. Mais tu es en sous-nombre et c'est un peu plus compliqué. Donc tu as ce point-là. Et après, pour moi, un autre, c'est si tu as une équipe en face qui est capable de répondre physiquement, notamment sur les extérieurs, à l'intensité qui est mise. Et les Spurs ont très bien réussi à le faire pour le coup, et on en reparlera. Où ben, Harper, Castle, etc., ils ont su provoquer des fautes, ils ont su des fois se trouver des drives, ça arrivait dans le match. Et du coup, là, quand tu perds un peu cette domination physique, j'ai envie de dire, ou dans l'intensité, tu peux avoir une équipe qui arrive à se dépatouiller juste sur du 1 contre 1 ou des choses comme ça. Alors après, tu as quand même des aides, etc. C'est pas un gros problème, hein. Mais c'est le seul truc que je vois qui pourrait arriver. Et je vois pas beaucoup d'équipes capables de le faire, hein. Peut-être un Houston, dans le profil d'équipe qui est très grand, etc., peut te faire très mal physiquement. Après, bah, les Spurs, on l'a vu un petit peu, mais ça s'arrête peut-être là, hein. Ouais, c'est vrai. En en fait, c'est fait, vrai. toi, je dirais que les seuls risques auxquels tu t'exposes avec cette défense, tu les as un petit peu vus en playoff l'an dernier avec les deux équipes qui t'ont posé problème. Tu as les Pacers d'un côté, qui est une équipe très à droite à 3 points, où tu as concédé des 3 Mm. points et ils t'ont allumé. Et de l'autre côté, tu as les Nuggets qui, avec Jokic, qui a quand même été assez indéfendable jusqu'à ce que Caruso se mette dessus dans le Game 7, tu as forcé à adapter ta défense et à modifier tes schémas défensifs, comme tu l'as dit, Pierre. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça les risques. Et en plus, on l'a dit, cette année, on concède plus de 3 points ouverts. Donc, tu n'es pas à l'abri d'une équipe qui plante tout et qui te fait mal par rapport à ça, quoi. Ouais, et puis l'impact physique, moi, ce qui m'a impressionné en finale face à Indiana, c'est le match 3, mais le match 3 et le match 6, mais l'impact physique qu'ils te mettent, le match 3, notamment défense tout-terrain de Nesmith et Nembhard, mais ils t'ont bousillé en fait physiquement dans l'impact, et match 6 pareil. Et, mais en fait, contre les Spurs, bah, pareil, en fait, c'est pas qu'ils t'ont bousillé, ils ont répondu à ce que tu as mis physiquement. Et souvent, quand l'équipe adverse elle répond, et ben, on fait beaucoup de fautes. Et ils ont tiré 32 lancers, notamment les Spurs samedi. Et c'est peut-être un peu ça notre défaut, c'est oui, on s'est amélioré au free throw rate, mais dès que les matchs sont un peu serrés, etc., beaucoup d'intensité, bah, l'équipe adverse elle tire énormément de l'OC franc parce qu'on est une équipe, bah, forcément, on est très agressif, donc on fait beaucoup de fautes. Mm. Bah, en vrai, les défenses de Caruso sur Wemby, c'est l'exemple de ça. Alors oui, des fois c'est sifflé, des fois c'est pas sifflé. Ouais. C'est toujours à la limite. C'est toujours je tape la Ouais. balle et en même temps il y a peut-être le bras et en même temps faut l'avouer. Nous on n'a aucun souci avec ça. T'es Mm. souvent à la limite. Et des fois la limite est vite franchie, comme tu l'as dit, dans un match où l'intensité augmente encore, quoi. Donc effectivement, il faudra peut-être faire attention à ça. Mais et encore une fois, on cherche des micro-défauts à une Oui. défense archi-dominante. On verra, on en reparlera du calendrier qui a été simple, mais on verra quand il y aura d'autres confrontations encore assez plus compétitives que ce qu'il y a pu avoir sur ce début de saison. Il y C'est en a eu sûr. quelques-unes, hein, pour pas enlever les Wolves, par exemple, ont été assez pénibles à jouer. Et encore une fois, c'est un autre exemple. Les Wolves, ils sont en feu à 3 points. En fait, tout le match, et quand ils remontent, Mm. ils sont en feu à 3 points. Donc, c'est un autre Mm, exemple qui mm. illustre un peu. Mais voilà, il y a eu quelques matchs compétitifs, mais on attend d'en voir plus pour peut-être amener une autre lecture un peu sur tout ça. Passons à l'attaque maintenant, parce qu'on a été dithyrambique sur la défense, c'est ça qui fait la différence. L'attaque en soi, on va peut-être être un peu plus critique, mais quand on regarde les chiffres, 122 d'offensive rating, alors 5e dans la ligue, c'est moins bien que l'année dernière, on était 2e, mais on avait un moins bon offensive rating. Mm. Voilà, donc globalement, on est dans les standards de l'attaque d'OKC. Maintenant, en fait, je pense que ce qui nous frustre, c'est quand même une impression visuelle des fois. Là, en plus, on fait ça après le match des Spurs, donc c'est encore plus flagrant. Mais en soi, quand on regarde les chiffres, c'est quand même très intéressant parce que
tu es 7e équipe en ISO, notamment en fréquence, et tu es premier au point par possession sur ça. Tu es meilleur que l'année dernière. Tu es meilleur au free throw rate, tu provoques plus de lancers francs. Tu es l'équipe la plus efficace en transition, même si tu en joues peu, même si on gagne beaucoup de ballons, etc. On n'est pas une équipe qui court énormément. Tu es 2e de la ligue sur demi-terrain. Tu es en progrès sur tes pourcentages au cercle et sur mid-range. Merci Chet. Même si ça a baissé un peu à 3 points, pas merci Lou Dort, concrètement. Non, voilà, en vrai, sur les chiffres, on est sur une attaque qui est quand même élite. T'es top 5 de la ligue, et voilà. Mais qui, quand même, souffre de la comparaison avec la défense et souffre de certains passages, allez, un peu moins glorieux, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que t'en penses, Charlie, mais voilà. Oui. Ben, moi, quand même, je vais quand même parler au début du positif. Parce que moi, le dernier podcast que j'ai fait, c'était sur les 7 premiers matchs où on revenait sur le 7-0, on ne savait pas s'il était parfait ou pas, où on avait le pire pourcentage à 3 points de la ligue. Là, ça s'est quand même nettement amélioré. Tu es à 41% sur les 15 derniers matchs, donc deuxième de la ligue sur la période. Là, tu es septième de la ligue à 37,3%. Franchement, à part Dort, Jalen et J-Dub depuis qu'il est revenu, maintenant, il y a un petit peu tout le monde qui met à peu près dedans à 3 points et ça fait quand même plaisir. Il y a eu des gros coups de chaud, notamment face au Jazz. Le premier quart-temps, on bat notre record de 3 points sur un quart-temps. Donc, ça change quand même pas mal la donne. Et de toute façon, ça sera toujours le nerf de la guerre à OKC. Est-ce qu'on met les 3 points ou pas? On sait très bien que c'est ce qui nous attend aussi en playoff. Mais en tout cas, depuis pas mal de matchs, c'est globalement très positif là-dessus. Pareil, tu en as parlé, Pierre, on provoque beaucoup plus de lancers. Chez en provoque plus. Il y a AJ qui a fait son entrée. Isaiah Joe en provoque plus aussi. En fait, l'an dernier, tu n'as que 4 joueurs à 2 lancers francs ou plus. Et cette année, tu en as 6. Donc, ça change quand même pas mal la donne. Sachant que c'était un axe de progression qu'on avait beaucoup cité pendant la preview. Et c'est très intéressant de voir qu'on a progressé là-dedans. Maintenant, voilà, je partage ton avis, Pierre. L'idée générale, enfin, la vision générale de l'attaque, forcément, on peut l'avoir un petit peu négativement, et notamment dans les matchs comme contre les Spurs, où parfois tu te retrouves avec un jeu offensif très stérile, où tu t'en remets beaucoup à Shai, à tes individualités, donc du AJ Mitchell, du J-Dub, ce qui pour l'instant n'est pas forcément très terrible. Mais bon, il faut lui laisser le temps de revenir. Donc ça, forcément, c'est quand même un petit peu frustrant. Voilà, tu es la pire équipe en termes de passing. On s'y attendait, mais parfois, ça peut manquer. On voit quand même beaucoup moins Hartenstein, je trouve, en hub distribué, ce qui est quand même assez dommage, étant donné que c'est un axe qui peut être intéressant pour apporter de la variété dans ton jeu offensif. Donc, certes, tu as un joueur comme Shea qui fait sa meilleure saison, encore une fois, et encore meilleure que l'année dernière. Donc, tu t'en remets beaucoup à lui et c'est normal. Donc, tu joues beaucoup d'ISO, mais parfois, notamment quand Shai est pas sur le terrain, tu essaies de jouer un petit peu de la même manière quand il y a pas Shai, sauf que, ben, c'est Jay Mitchell, c'est J-Dub et tu gagnerais un petit peu plus à apporter un peu de variété à ton jeu, selon moi. Ouais. En fait, elle est très, 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 très inconstante, cette attaque. C'est le problème principal. C'est, Mmh. par moment, quand les 3 points vont rentrer, t'es indéfendable. Utah, première mi-temps, il n'y a même pas Shea, hein. Le premier quart-temps, il joue pas le match. Mais le premier quart-temps, t'es quand même en feu et tu peux rien faire. Et le ballon, il tourne très bien. Ça joue super bien. Mais tu es aussi capable d'avoir des séquences même avec Shea aussi, hein, de 5, 6, 7 minutes où tu vas mettre 4 points parce que tu as fait une interception, c'était une défense élite, mais que tu prends des 3 points contestés, il se passe rien pendant 15 secondes en attaque, où on a posé un écran, ça n'a pas switch en phase, donc on ne sait pas trop ce qu'on fait. Il n'y a pas de mouvement sur ballon quand Shea a la balle, et tu te retrouves à prendre un mid-range contesté que Shea est capable de mettre tellement il est fort, mais c'est pas forcément un bon tir, enfin c'est pas forcément le tir dont tu as envie à ce moment-là. Et oui, on l'a dit par rapport à la défense, mais ça donne beaucoup de runs. Les Spurs, je sais pas si on s'est rendu compte, on menait de 16 points à un moment face aux Spurs. Mmh. C'est complètement écoulé en 2 secondes, mais c'est notre attaque qui s'est écoulée. Notre attaque s'est écoulée et a laissé les Spurs revenir avec des contre-attaques, etc. Donc, vraiment, si on arrive à régler ce problème d'inconstance, et je sais pas si c'est de la concentration ou si c'est juste de l'application de temps en temps, on est à plus 15, etc. Donc, on se repose un peu sur nos lauriers parce que en même temps, quand tu gagnes 24 matchs, je peux comprendre qu'il y a des moments où
bah, tu as envie un peu, je sais pas, tu es un peu moins concentré, tu es un peu moins dans le match, etc. Mais par exemple, Minnesota, pareil, Minnesota, ok, ils sont chauds à 3 points, on les laisse revenir, mais dès le clutch, on se ressaisit, bam, et on se reconcentre un peu, et l'attaque va tout de suite mieux, et le ballon tourne tout de suite un peu mieux. Donc je sais pas trop comment juger cette attaque, parce que en même temps, tu as des très bonnes séquences, tu es la 5e attaque de NBA, donc en même temps, tu peux pas non plus être trop critique, parce que ça reste une attaque top attaque, mais en même temps, tu as quand même des passages qui sont très gênants face aux équipes, aux équipes que tu peux potentiellement rencontrer en playoff. On n'a pas beaucoup vu sur ce début de saison d'ailleurs, c'est pour ça que dur de juger une attaque quand tu as joué 5 matchs série quoi de l'année. Mm. Ouais, je suis d'accord avec vous. En fait, il y a trop de moments, et je trouvais qu'ils avaient baissé en début d'année avec plus d'Artenstein notamment, mais là, tu as trop de moments où en fait, tu te reposes sur les ISO, alors là où tu es fort, hein, voilà, avec Shea, J-Dub quand il sera peut-être en forme, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et de créer juste un mini décalage, soit pour que Shea se crée son tir, soit pour qu'il trouve une passe, là où il avait progressé cette saison. Et tu prends le match, notamment des Spurs, là, cette semaine, ben, ils l'ont très bien défendu et physiquement, en fait, ils étaient au-dessus de nous. Et du coup, tu n'arrivais pas à créer aucun décalage. Shea s'est fait contrer par Castle, ou non, par Vassell, pardon, qui a fait un très gros boulot, parce qu'il créait pas de décalage. J-Dub, il y a un passage où, je crois, 3 actions d'affilée, il dribble presque sur place, il arrive même pas à avancer dans la raquette, il perd la balle, etc. Voilà, c'était très symptomatique du manque de mouvement et du manque d'alternative à ça. Parce que oui, un écran petit, ok, mais quand ils ont compris ce qu'on faisait, oui, s'ils switchent pas, en fait, t'as pas de décalage. Surtout si le gars met pas le 3 points ensuite à côté, ils sortent pas spécialement. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent manquer. Alors qu'à côté de ça, effectivement, t'as des matchs ou même des passages, les premières minutes contre les Spurs sont incroyables. C'est incroyable, t'as drive, passe, t'as Sean qui arrive, qui claque un dunk, hop, ça joue en transition 3 points, Dort, machin. Tu te dis, mais ouais, ok, là on est dominateur, là on est dans le rythme, etc. Mais dès que tu mets un peu un grain de sable dans ce potentiel collectif, parce qu'encore une fois, parler de collectif, quand tu es. Je crois qu'il n'y a que les Lakers qui sont pires au nombre de passes, au nombre de ballons partagés, de touchés, etc. Vraiment, c'est familique là-dessus, ça changera jamais, je crois, ok, si, depuis de toute l'histoire. Ouais, vraiment, j'étais assez déçu, ouais, des derniers peut-être matchs, c'est un grand mot, mais je trouvais qu'au début de saison, notamment encore une fois via Hartenstein, t'avais plus de choses. Et là, je trouve qu'on se repère un petit peu des fois dans du trop d'ISO, trop de choses, et ça s'est vu contre les Spurs. Et puis encore une fois, après, on va pas le répéter une énième fois, mais vu que tu lui redonnes plein de ballons et que t'en as enlevé un peu à Mitchell, t'es ultra dépendant de J-Dub. Enfin, J-Dub, Mm. il met 2-3 tirs en plus contre les Spurs, il est un peu plus efficace, le match il est plié. Mais là, il est en rythme, et on l'a vu en playoff, quand il est comme ça, bah, c'est dur de gagner. Surtout quand tu mets pas les 3 points. T'as un Wiggins aussi qui a été cata et qui a du mal à revenir après sa blessure, j'aime pas trop. Il a mis quelques tirs, mais je suis pas archi fan. Donc voilà, c'est dommage de pas exploiter des fois un peu plus le nombre de potentiels connecteurs et porteurs de balles que tu as sur le terrain, parce que même en fin de match, tu joues avec Mitchell, J-Dub, Shea, Chet, et tu dois avoir Casson ou Caruso. Enfin, tous ils peuvent passer la balle, tous ils peuvent faire des choses en fait. Donc c'est dommage de se contenter de pas faire grand chose. Voilà, au final. Alors après, on n'aura jamais de grands systèmes posés, etc. On n'aura jamais ça, et je pense qu'on le demande pas forcément, mais je pense qu'on n'est jamais plus content que quand il y a des extra passes, la balle elle bouge, etc. quoi. Vraiment. Et encore une fois, moi j'en reparlerai, mais la présence d'Hartenstein, même si défensivement, peut-être qu'elle t'handicape des fois, offensivement, ça devient. C'est le seul qui peut poser un écran, en fait. Donc, au bout d'un moment, mettez-le sur le terrain, quoi. Je sais pas. Moi, elle me paraît vitale, en fait. Je sais pas si statistiquement, ça se ressent tant que ça, l'offensive rating, etc. Mais vraiment, moi, je trouve que le jeu se fluidifie quand même quand il est là. Et que tu Mm. l'utilises, parce que bon, si tu le laisses dans un coin, ça sert à rien. Oui, mais tout à fait. Et enfin, vous en avez bien parlé quand vous avez parlé des notes individuelles au dernier Mm. podcast. Mais Hartenstein, sa pose d'écran, c'est peut-être l'une des meilleures de la ligue. Enfin, maintenant, il vient poser plusieurs écrans quand chez Drive. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. On l'utilise, je trouve, moins en, en rôle de hub offensif, en passeur, et vraiment, ouais, c'est cette plaque tournante, de l'attaque qui peut t'apporter des tirs faciles. Et je trouve que ça me manque un petit peu depuis quelques matchs. Et je pense qu'évidemment
le retour de J-Dub joue aussi parce que J-Dub, il est revenu, il a repris le même usage qu'il avait l'année dernière. Donc, évidemment, il va te prendre des ballons. Et pour le coup, J-Dub a bien retrouvé son alchimie avec Hartenstein, ce qui est un bon point. Mais ouais, enfin, sur pick and roll, en plus, on trouve de plus en plus Hartenstein. Donc, je suis d'accord avec toi, Pierre. Il devient de plus en plus vital à l'attaque parce qu'il va toujours t'apporter du mouvement, même off-ball, en fait. Il va toujours être là à créer quelque chose pour les autres. Ouais, ouais, clairement. Mais moi, j'aimerais bien aller quand même un peu du positif, et notamment parce qu'on fait un tout petit point individuel, même si on en a déjà fait un, Chet. Moi, je trouve vraiment Chet meilleur sur les derniers matchs et indispensable, et notamment contre San Antonio. J'ai l'impression que quand Chet est sorti, on savait plus jouer au basket, en fait, et j'ai rarement eu cette impression, mais on a fait tellement de mal offensivement, parce que franchement, Chet, autant il a eu beaucoup de mal, notamment il a eu sa séquence où il s'est fait contrer par Victor, il y a eu des séquences compliquées. Mais vraiment, ses déplacements sur le terrain, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus intelligents. Offensivement et puis défensivement, bah, il est toujours aussi bon. Voilà, si je pouvais ramener un petit bon point. Mais oui, juste pour revenir sur Hartenstein, bah, il est indispensable. Et on va parler du match des Spurs après, mais j'ai pas trop compris les choix. Notamment Hartenstein qui joue quasiment pas du quatrième quart-temps. Et bizarrement, c'est là où on a été énormément en difficulté offensivement. Et finalement, c'est pas une grande surprise quand bah, à côté Aaron Wiggins est en difficulté depuis qu'il est revenu. Il a fait un bon carton face à Utah, mais bon, c'est pas suffisant quand bah, ton équipe ne rentre pas de 3 points, parce que Joe n'est pas là. Joe n'est pas là, Joe n'est pas là. Joe n'est pas là, Ouais. et deux, Lou Dort est là, ce qui fait que tu rentres pas beaucoup de 3 points. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça, et encore une fois, c'est juste l'inconstance de ces joueurs, enfin de cette équipe qui est matérialisée par Lugens Dort, qui est vraiment, bah, je sais même pas s'il est inconstant, en fait, il est vraiment atroce à tous les matchs quasiment. Et Là, il Gallon, est constant dans le mauvais sens pour ouais, l'instant. voilà, c'est vraiment, Ah ouais, 3 points, ouais, c'est compliqué. il est constant Non, dans mais le. ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ouais, je trouvais que tu avais gagné quand même des certitudes, et je l'avais un peu dit la dernière fois, le retour de J-Dub, à l'instant T, tu as cassé un peu un équilibre aussi que tu avais trouvé avec Mitchell et que tu avais trouvé avec tout le monde, je trouve. Et du coup, même dans tes rotations, hein, c'est pas qu'il a. Voilà. Alors, il l'a cassé sûrement pour du bien après, parce que tu as besoin de J-Dub et il sera sûrement une pièce vitale dans un futur run de playoff, etc. On n'en doute pas. Mais là, à l'instant T, ah bah, il est pas adroit, il est pas en rythme. Mhm. Bah, disons que je suis surpris quand il arrive à se trouver un lay-up tout seul, et je suis content d'ailleurs. Je me dis: «Ah ça y est, ça recommence et tout», mais bon là contre les Spurs, c'était pas le cas. Hem, ouais, donc à la passe, effectivement, il apporte des choses en défense, mais offensivement, là, il est pas dans ce que tu peux attendre de lui, globalement. Il est pas au niveau de All-Star, loin Ah, de là. voilà. Donc ouais, je trouve que pour l'instant, ça a vraiment cassé quelque chose offensivement et qui va être plus dur à récupérer. Et mine de rien, bah, Neji Mitchell aussi, la saison, c'est pas que ça a commencé de fatiguer, mais tu lui en demandes beaucoup depuis le début. C'est sa Mm. première vraie saison NBA avec un vrai rôle et sans se blesser aussi. Voilà, l'année dernière, il s'est blessé un peu à cette période-là, donc on va arriver pas loin. Donc il y a pas mal de facteurs qui vont jouer aussi, mais il faut que tu arrives à ces moments où il se passe rien, et qui d'ailleurs n'étaient pas forcément que contre de la zone ou que contre des équipes qui font des prises à deux, ou là où je trouve d'ailleurs on a progressé sur un peu ça. En tout cas, on en a vu plus et du coup, on commence de mettre en place des automatismes. Il faut que tu arrives quand tu es dans le dur physiquement, que tu n'arrives plus à provoquer de fautes, plus à trouver des tirs, à avoir des solutions. Est-ce que c'est plus de transitions, courir plus? Est-ce que faire plus d'écran avec Hartenstein? Est-ce que c'est jouer plus off-ball? Est-ce que c'est responsabiliser d'autres joueurs, un Kayson ou des joueurs comme ça? Peut-être, mais il va falloir globalement trouver quelque chose pour limiter ce type de défaite, quoi. Parce que vous l'avez bien dit, c'est l'attaque qui a pêché, et contre Portland aussi, hein, je pense, hein, d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas souvenir du match exactement, il y avait plein de blessés et plein d'absents, mais c'est eux, ils prennent feu, mais tu commences de pêcher aussi offensivement. Hein. Oui, Ouais, puis puis comme beaucoup de matchs comme tous les matchs dans le clutch qu'on a joué, tu t'en remets que à Shai. Shai qui est cette année sensationnel dans le clutch. Vraiment, quasiment tous les matchs, il a été injouable. Mais voilà, un match comme contre les Spurs où il est un petit peu plus effacé, ben, tout de suite, ça devient plus compliqué. Et c'est là que J-Dub doit apporter sa patte. Bon, moi, je t'avoue, je m'attendais à ce qu'il y ait cette cassure, à ce qu'il y ait cette répercussion
au retour de J-Dub, c'était un petit peu inévitable. Et c'était sûr qu'il allait pas être en rythme. Enfin, quand même, on parle d'une opération du poignet. Il n'a pas joué pendant de longs mois. C'est quand même pas rien. Mais c'est sûr que là, le jump shot, que ce soit à 3 points ou mid-range, il n'y est pas. Et en fait, ouais, l'efficacité, elle est vraiment médiocre, quoi. Il est à 48% de FG. Il est dans le 7e centile, donc voilà, Très bas. c'est misérable. Et la sélection de tir, c'est un petit peu tout ce qu'on ne veut pas, puisqu'il prend très peu de tirs au cercle, très peu de tirs à 3 points, et il prend 56% de ses tirs en mid-range. C'est énorme. Il a jamais pris aussi peu de tirs au cercle et de 3 points dans sa carrière, et jamais autant de mid-range. Donc en fait, il y a tout ça qui est un petit peu à revoir. Et je pense qu'il est pas à l'aise pour l'instant avec son tir, c'est sûr. Et de toute façon, ça se voit. Honnêtement, je le trouve pas fluide dans son tir. Je le trouve pas en rythme. Et il attaque pas le cercle, quoi. Il attaque pas le cercle. Il a énormément du mal à faire des différences. Mais maintenant, comme je l'ai dit, c'est normal, c'est son retour. Je pense que dans une vingtaine de matchs, il sera déjà bien mieux rodé et il aura pris en confiance. Ouais, ouais, clairement. Mais par contre, on peut au moins lui donner que défensivement, il est revenu. Ah ça oui, ah Je, ça oui. je dirais pas au même niveau que l'année dernière, mais les interceptions, il en fait 2 contre San Antonio, il me semble, des pick six où il va dunker derrière. Mm. Ça fait du bien d'ailleurs mentalement parce que en fait, il a besoin de ça, J-Dub, il a besoin un peu de ce jus défensif pour aller péter en attaque. Mais ouais, en fait, au contact, enfin, autant défensivement, il résiste bien le contact, mais autant offensivement, il va pas réussir parce que dès qu'il y a un joueur qui le touche, il part au contact. En fait, il est plus capable de résister au contact. Et j'ai l'impression que, bon, dans une moindre mesure, on retrouve un peu de J-Dub de la deuxième année où il est très 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 chaud à mi-distance et tout, donc le mec va plus au cercle. Donc il prend tout à mi-distance, sauf que le problème, c'est que là, il met pas un tir. Donc, si tu veux prendre que des tirs à mi-distance, au moins mêlé. Sauf que le problème, c'est que t'es pas chez Alexander. Malheureusement, t'es pas à 55% à mi-distance. Tu peux pas te permettre de prendre que ça et de n'exister que par ça. Donc, essaye de varier ton jeu. Si tu n'arrives pas à prendre, moi j'ai bien aimé son match de retour. Je l'ai bien aimé. Il est pas bon au tir, mais il fait 9 passes décisives, il me semble, ou 9 ou 10. Parce que justement, il fait autre chose. Il va chercher des. Enfin, il va faire du drive, mais pas forcément pour aller marquer, mais du drive pour aller trouver du chat ou touchdown en lob parce qu'il provoque l'aide ou ressortir à 3 points. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il force un peu plus ces derniers temps. Peut-être parce qu'il veut se remettre en confiance. Je peux le comprendre. Il a raté beaucoup de matchs. L'équipe, sans lui, elle était en, je sais pas, 18, 19 ans. Forcément que lui, il a envie de rentrer dans le moule, être au niveau de ses coéquipiers. Mais c'est pas forcément comme ça qu'il va se remettre en confiance. Je pense qu'il gagnerait beaucoup plus à prendre un peu moins de tirs, à avoir une meilleure sélection, mais à redevenir le playmaker qu'il était l'année dernière et qui nous apportait beaucoup. En fait, apporte-nous maintenant. Et puis quand physiquement, tu auras vraiment retrouvé une forme physique, tu auras joué 10-15 matchs, là, tu pourras retrouver tes tirs au cercle. Là, tu pourras reprendre tes mid-range qui seront bien ancrés dans le sol. Alors que maintenant, il les prend parce qu'il peut pas attaquer le cercle. C'est pas des mid-range parce qu'il veut faire le mid-range, c'est des mid-range parce qu'il prend le choc. Et ben non, je vais m'arrêter à mi-distance et je vais envoyer ma brique. Après, il y a des passages où J-Dub, il aimait ceux-là. C'est juste ça qui est là, il est pas capable de le Mmh. faire. Et après, c'est pareil sur de la création. Si, comme je pense, il a un peu de mal à créer des vrais décalages et à passer les joueurs parce qu'il est un peu rouillé, on va dire, bah, c'est dur. C'est dur parce que tu pars de rien, et cetera. Donc, ouais, c'est pas un début de saison de retour de J-Dub là, parfait. En tout cas, offensivement. Défensivement, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. Voilà, oui, il est mis sur Wemby. Il y a des moments, il peut pas faire grand-chose, hein. Quand il lui donne la balle en l'air, c'est compliqué. Mais non, je trouve la marge de progression est encore grande. Il va falloir corriger un peu ça. Est-ce qu'on parle un petit peu de certains joueurs individuellement? En fait, est-ce qu'on fait un mini tour des trophées, sachant qu'on a déjà parlé un petit peu la dernière fois? La première question, c'est est-ce que Shea est en route pour un potentiel MVP ou pas? Est-ce qu'on y croit? Moi, j'ai mon avis un peu ancré, hein. Je pense que le storytelling et le fait qu'il ait eu l'année dernière, ça annihile un peu les espoirs. Moi, je pense pas que ça annule les espoirs parce que, tu vois, on va en parler tout à l'heure, est-ce que C'est avec quel 73-9, bilan on on va fait finir? 74, Mais les voilà, c'est gars, ça. si tu fais un 73-9, même un 72-10, c'est inévitable que Shea l'obtient parce que Ah, j'espère. la saison est juste encore meilleure que l'année dernière. Enfin, il est injouable. Ce mec est juste injouable. Donc moi j'y crois, mais enfin, en fait, limite, ça va dépendre, de ton bilan et du bilan des Nuggets, hein, on va pas se mentir.
Parce que Oui, parce qu'en parce fait, que le niveau des clairement joueurs, tu le sais clairement déjà. clairement les gars, franchement les deux c'est toujours les mêmes et on sait très bien qu'ils vont sortir 2 saisons de mutants. Mais voilà, en fait, c'est le bilan collectif qui va primer. C'est comme ça que ça va se fonctionner. Ouais, bilan collectif et peut-être un peu aller. Va chercher le 50-40-90, mais délancer, s'il te plaît. Arrête de me briquer ça au milieu du deuxième quart-temps, là où il fait des 1 sur 2 qui sont chiants. Va chercher le 50-40-90 et moi, j'y croirais. J'ai pas une bonne spoil tout à l'heure. Moi, je pense qu'il ne l'aura pas cette saison. Mais on en reparlera parce que c'est lié aussi au bilan collectif. Ouais, je pense que le bilan. En fait, les Nuggets ont besoin de faire un moins bon bilan qu'OKC pour que Jokic soit MVP, quoi. Enfin, en gros, là, pour que Shea soit un peu indiscutable et soit vraiment le frontrunner, c'est genre, faut faire le record ou pas loin, quoi. C'est mini 70 wins, hein. Sinon, Ouais, tu l'as vraiment pas. Donc, ouais, c'est assez compliqué à voir. Mais je pense que c'est une course, encore une fois, à deux. On peut dire ce qu'on veut, Luka, bien machin. sûr, Pour l'instant, la course, elle est à deux. bien Sauf entendu. si vraiment Wemby revient très fort et fait une saison encore pleine, mais j'y crois même pas Et forcément. Tu franchement, n'auras pas les 205 2 sont matchs. les 2 sont franchement, tous les 2 ils font tous les 2 des saisons historiques. Enfin, Shai, il est en passe de devenir le meilleur joueur le premier joueur à plus de 32 points avec moins Mm. de deux pertes de balles. C'est lunaire. En termes d'efficacité, Shai, c'est c'est presque du jamais vu. Enfin, c'est jordanesque. Et surtout, il Et le tu fait vois, du depuis coup, plusieurs saisons. Enfin, c'est dingue. quand ça marche pas comme contre les Spurs, où ben, dans le clutch, il met pas ses step back à 3 points et où il a pas les passes décisives, il perd des ballons, t'as l'impression qu'il est horrible. Tu Mais vois, t'as oui. l'impression que c'est. Alors qu'en fait, il y a un tweet de Spurs FR là-dessus, il est à combien? 29 Il est à points deux- 29 il est à points quand 12 sur même, 23. hein. Il est à 52, il est à 53% au tir, 12 sur Ouais, 23. Il compte Oui, les c'est il est mid-range. juste. juste à 1 sur 7 à 3 points. Mais en Et, vrai, et il a il est perdu il des est ballons qu'il diablement perd pas efficace. d'habitude. Et il a Oui, il perdu perd des 5 Il perd ballons. 5 balles, Là, oui, ballons. oui, Il oui. perd là, 5 ballons. il faut un peu Ouais. mal des fois, mais en soi, il fait pas. Oui, il fait un match dans la quantité où il y a d'autres joueurs qui le font régulièrement. Ça, je peux juste le mentionner. Et lui, on Ouais. est choqué en Mmh fait. mh. C'est genre, ouais. euh, Non, non, mais je suis d'accord. De toute façon, ça se jouera sur des micro détails et sûrement le bilan. Et est-ce que c'est peut-être l'autre truc en jeu parce que je vois pas AJ Mitchell 6e homme, mais il sera au Rookie Challenge, ou je sais pas comment ça s'appelle maintenant, Rising Star, peut-être, parce qu'il est deuxième année, on soit Rising guide. Non. Star, ouais. Mmh. Donc ça, c'est pas forcément un débat. Mais est-ce que Chet sera dans la liste de All-Star? Ah oui. Ah mais Moi, dix mille pour cent. je pense que oui, hein. C'est un moi je te- No-brainer. Je pense que oui. c'est un scandale s'il y Moi, est pas. Moi je je pense préfère que le oui. dire. Ok. C'est un scandale si le deuxième En d'une équipe qui est en scandale, week-end. Ah mais si. Mais les gars, Faut s'il que n'y je a pas fasse de ma liste, moi. Faut que ouais. je regarde. D'ailleurs, En les fait, votes ouvrent ouais, bientôt, je crois. moi Faut faire aussi la moi aussi, liste. Et, faut que j'y réfléchisse, mais en vrai, non, mais oui, attends. là, maintenant, je le mets tous les jours. puis en plus, le S'il y a- Tous les format est jours. spécial sur les Américains, les non-Américains. Enfin, Ouais, voilà. Donc, ouais, non, c'est un peu chelou. Ouais. Je Mmh. pense honnêtement, vu la saison d'OKC, vu sa saison, la hype qu'il y a autour aussi, parce que quand même, en fait, Chet est quand même un joueur, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une rivalité qui naît avec Wemby ou autre, mais c'est un joueur qui a de la hype et qui a beaucoup de regards tournés sur lui, même s'il est pas bon des fois. Il y a tout le monde l'attend beaucoup. Euh, je pense honnêtement ouais, qu'il est All-Star, même dans le niveau du joueur, Mmh. dans les progrès, là, sans J-Dub, etc., sur ce qu'il a montré. Puis après, je vois pas non plus 10 000 autres intérieurs Mmh mh. très performants non plus, même si je pense que les postes n'ont plus rien à faire dans le All-Star Game. Je crois que maintenant, il y en a Mmh même mh. plus. Ouais, Non, mais je... au-delà de ça, s'il n'y a pas deux joueurs d'une équipe qui est en oui, je suis d'accord. 24-2 Oui, c'est au sûr. All-Star, alors si Chet n'est pas All-Star, Shea est obligatoirement MVP, ça veut dire qu'il va faire le record pendant All-Time en étant le seul All-Star de son équipe pendant que Jamal Murray va être All-Star. Donc alors là, je veux Là, rien c'est vrai que entendre. Oui. Jamal Murray risque d'être All-Star en plus, ouais, Ah Ah ouais, oui, il le non, carrément. non. sera, oui. Sachant Surtout dans que enfin l'équipe internationale en plus, ouais, donc c'est sûr. Bah ouais. sachant que ouais, on parle quand même d'un joueur qui est, dans les discussions pour être l'un des meilleurs défenseur de la ligue et il tourne quand même cette année à 19 points avec des bons pourcentages. Enfin, tu as des Draymond Green, qui ont été, All-Star avec un Exactement. rendement offensif, Exactement. beaucoup plus faible, quoi. Donc c'est Oh, vrai que là-dessus, Chet, ça paraît, illogique qu'il soit pas All-Star, en fait. non, je suis d'accord. Bon, on espère pour lui, Non, quand et même, ça devrait franchement. le faire, mais Mais ap mais ouais, ouais. Puis en plus, tu l'as dit, enfin, il a quand même pas mal de regards tournés sur lui, notamment parce qu'en vrai, il s'est quand même pas mal calmé. Mais, il y a 3 ans, il y a 2-3 ans à sa draft, sur sa première année, c'est quand même un gars qui a ouvert sa gueule. Enfin, moi je me rappelle, il y avait des déclarations,
qui était quand même Ah, puis assez piquante. Donc les gens l'attendent quand même pas mal au tournant encore, je pense. c'est un top prospect depuis longtemps, qui est Ouais, scouté depuis oui, longtemps bien et qui est sûr, américain. Et qui est américain. Et qui Parce a que tout à fait. faut quand même dire les choses. Et qui a chopé un Il est gros contrat. Wemby, il est américain, c'est 2 fois pire, je pense, ce qu'il y a Ah autour de ouais. lui. Ah ouais, ouais. Je pense vraiment. Ouais, Alors c'est oui, c'est peut-être sûr. plus niche pour nous en France, mais c'est 10 fois pire, 10 fois pire. Donc Mmh mh. ouais, non, tu sens qu'il y a besoin aussi de ce joueur intérieur, ce prospect américain et cetera. Cooper Flagg a un peu, des fois ce traitement-là aussi. Edwards là, Mmh. bien sûr, en tant que nouveau porteur du flambeau, MJ, j'ai envie de dire. On a déjà beaucoup parlé de ça aussi, mais ouais, ouais, la hype, là, il y a de la hype autour de Chet, de la hype dans les 2 sens, hein. Des fois, c'est du trash, mais ouais, ça «fonctionne» entre guillemets, hein. C'est ce qu'il faut pour être Puis destiné à avoir des récompenses. puis même pour nous, enfin, c'est quand même, c'est aussi un joueur qu'on attendait beaucoup au tournant, hein. Vous écoutez la preview, on vraiment on attendait une grosse saison de Chet et là, de pouvoir dire: «Nous, Chet mérite d'être All-Star», ça prouve quand même la Il a progression répondu un de peu, ouais. voilà, Mmh. il a quand même répondu, je trouve, aux attentes et quand même une progression par rapport à l'année précédente et aussi ça veut dire que Chet, quand même, est en forme physiquement s'il arrive à aller au All-Star Game. Parce Mmh mh. que c'était quand même aussi C'est vrai. ça, l'interrogation bien sûr. et aussi les regards tournés sur lui parce qu'il a pris une énorme quiche cet été, quand même. Heu, c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi pour ça que les gens, ont quand même des regards assez pointés sur lui. Mmh mh. Bon, passons à un autre débat. On l'a dit un peu en fond, pendant un moment. C'est le débat du record all-time en saison régulière. Est-ce que le 73-9 des Warriors 2015-2016 peut être battu par cette équipe-là? Petit contexte, donc on avait le meilleur départ avec eux avec 24-1. Du coup, on a perdu ce 26e match. Eux avaient perdu, ils étaient à 29-2. Donc ils avaient perdu le 31e match avant de leur deuxième défaite, arrivé au 31e match. Et après, pour info, ils étaient ensuite à 36-3 et à 37-4. Donc ils en ont perdu deux très rapprochés. Bon, là, ça vous donne un premier échelon peut-être à atteindre. La question elle est simple. Est-ce que toi, Amaury, tu y crois à ce record all-time, égalisé, battu? Voilà, est-ce que tu y crois? Ouais, moi j'y crois complètement, mais ça me paraît encore compliqué et encore un peu loin, en fait. Parce qu'on a Mmh. joué que 6 matchs. On a vu quand même qu'on a eu pas mal de rotations, de blessures, bon, je sais pas si c'est vraiment des blessures ou si on fait un peu tourner, on repose un peu, parce que c'est des blessures d'un ou 2 matchs, voilà, on préserve. Et on a quand même bénéficié d'un calendrier assez favorable où en fait, on a roulé sur tout le monde parce qu'on n'a pas joué des équipes exceptionnelles. En gros match intense, on a joué quoi, Minnesota, San Antonio, et puis après ça, on vient direct au début de saison. On n'a pas vraiment joué d'équipe haut de tableau, donc il va nous rester les Lakers. Enfin, les Lakers, on les a joués une fois, c'est vrai, mais il va nous rester les Lakers, les Nuggets, les machins à jouer. Et je me dis, en fait, 2-3 défaites d'affilée, c'est vite arrivé. Si, je sais pas, Shea, il a allez, il se tord un peu la cheville et tout, machin, il rate 3 matchs parce que tu vas prendre de risques, bah forcément tu vas tout de suite descendre à 5-6 défaites rapidement. Donc en fait c'est possible, mais faut quand même un alignement des planètes que les Warriors ont eu. Et c'est là où je vais quand même être positif, c'est qu'en fait les Warriors, enfin, je pense que cette équipe-là, elle est plus forte que les Warriors 2016. Et je vais vous expliquer Oui. pourquoi. Parce que les Warriors 2016, leurs joueurs, ils ont raté aucun match. C'est-à-dire Steph, il a joué 79 matchs, Draymond Green, il a joué 81 matchs, Klay Thompson, il a joué 78 matchs, Iguodala, il a joué 74 matchs, quelque chose comme ça. Et en fait, après nous, Jalen Williams, il a déjà raté 20 matchs. Chet, il a raté 2-3 matchs, des back-to-back, etc. Euh, Ron Wiggins a raté 10 matchs. En fait, toute notre rotation rate des matchs et on est quand même en 24-2. C'est là où j'ai quand même le motif d'espoir de me dire, bah ouais, mais même si, en vrai, même si chez Spet, bah tu as un calendrier un peu simple, tu peux. Non, mais Spet, bon, Spet dans le sens du gros match, quoi. Non, mais chez se fait la petite. Oui, Bon, ça arrive, on comme est un peu contre mal au Utah, goût. quoi. Tu t'en sors Ouais, bien, contre exactement. Utah, Exactement. Il a mal à l'épaule comme contre Utah et du coup, du coup, tu peux t'en sortir enfin, et puis non, tu t'en sors pas, tu mets 40 points à Utah, quoi. Mais, euh, mais voilà, où en fait, tu peux te permettre de reposer des joueurs parce que ton équipe est tellement forte que même sur 2-3 joueurs de ta rotation, tu peux battre une équipe mi-tableau, voire faible, voire bas de tableau. Ça me donne espoir, mais personnellement, mon pronostic, je pense qu'on le fait pas. Je pense qu'on fait allez, 11-12 défaites, quoi. On passe pas très loin, mais en même temps, est-ce que Degnault, il a la mentalité de aller chercher ce record ou pas? Je sais pas. Bah, Moi, je pense pas.
Moi, La honnêtement, mentalité, je pense pas. juste sur la mentalité, s'ils ont la vraie mentalité 0-0 à chaque fois, bah oui, tu gagnes tous les matchs. Enfin, Ouais, tu mais mais bon, c'est sur le papier ça, et sur les bacs de champions aussi d'ailleurs, mais Mmh. c'est sur le ouais, papier en tout cas. bien Tu sûr. vois? Mais sur la mentalité, alors après, ouais, il faudra débattre juste s'ils veulent vraiment le faire. C'est peut-être plus ça la question. Oui, c'est Est-ce ça, que, c'est ça. En fait, c'est ça. est-ce qu'à la fin tu fais reposer les gens ou pas, quoi? Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Moi, je pense que pour le coup, forcément, tu y penses. Quand tu fais un début de saison all-time, tu y penses forcément dans un coin de ta tête. Mais je pense que globalement, OKC s'en fout d'égaliser ou battre ce record. Eux, ils veulent juste gagner le plus de matchs possible et progresser. Et pour moi, ils vont pas faire ce qu'a fait les Warriors, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, Amaury, tous les faire jouer le maximum de minutes pour aller chercher, le maximum de victoires, et vraiment les Warriors étaient en quête de ce record. C'était vraiment leur objectif de saison, et en plus ça leur a joué des tours vu qu'ils ont pas été Mmh. champions, et je pense que même ça, OKC y pense. Même ça, OKC doit avoir la mentalité, c'est pas parce qu'on égalise ou on bat ce record qu'on va être champion. Donc autant se concentrer sur nos faiblesses et travailler dessus, et bien évidemment essayer de fracasser tout le monde, et c'est cette mentalité qu'a OKC. En fait, OKC a la mentalité de gagner le plus de matchs possible, mais elle a, selon moi, n'a pas la mentalité de aller chercher, ce record à tout prix pour faire partie, d'une des meilleures équipes, de l'histoire, en tout Mmh. cas, que ce soit gravé, le meilleur bilan, la meilleure saison de l'histoire. Et Je suis je suis d'accord avec toi, en fait. Je pense que ce bilan-là, tu peux pas l'avoir par défaut. Tu peux pas juste dire, «On joue les matchs, on fait notre saison et ça va arriver». Il faut qu'à un moment donné dans la saison, bon là, c'est beaucoup trop tôt, mais il faudra qu'à un moment donné, si tu veux aller chercher, il y ait un switch. Je vous en parlais au début. Peut-être que si tu es en 55, 5, ah, tu vas te dire: «Ah, il y a peut-être un truc à jouer, il nous reste une mmh, grosse vingtaine de matchs, machin. OK, on va le chercher». Mais il faut qu'à un moment, tes switch-là, si tu restes comme ils le disent, parce qu'après, nous, on se fie à ce qu'ils disent et ce que dit notamment Shea, il en a parlé il y a pas longtemps, qui veulent juste jouer, progresser et aller chercher un deuxième titre, tu vas pas le chercher parce que tu pas ce switch mental. Alors après, maintenant, de manière plus rationnelle, bah, le calendrier était simple sur le début de saison, il va, tu l'as bien dit Amaury, s'endurcir grandement sur, la suite de la saison. Tu as quand même des matchs, j'ai envie de dire, et en NBA, c'est souvent le cas, et la défaite de Portland, c'est le cas, c'est un peu des matchs «programmés pour perdre» entre guillemets, où tu peux être en difficulté, juste parce que tu es en back-to-back, tu as voyagé, enfin voilà. Là, par exemple, la double confrontation contre les Spurs, c'est fait exprès pour que tu aies 1-1. Clairement, c'est fait exprès pour que les 2 en gagnent un. Là, tu joues pas de 5 jours, mais tu as un back-to-back dès que tu reviens. Enfin, il y a des petits détails comme ça dans le calendrier qui font que des fois tu dis: «Ah, ce match-là, attention», et ce match-là, et on en avait parlé pour Portland notamment, même si Portland ne réussissait, dans le scénario et le découpage de la saison, tu dis: «Celui-là, attention», et ben, ça va pas louper. Donc il y a pas mal de choses comme ça, et effectivement, même l'équipe contre Denver, je suis pas sûr que tu leur mettes 4-0. Il y a forcément un mmh, match où, bah, Jokic, il va t'en mettre, 45 et tu vas être en galère. Donc, voilà. Par contre, je pense vraiment que en termes de ressources, de niveau de l'équipe et cetera, tu peux le faire. Tu peux mmh, vraiment le faire. Faut juste ce switch mental, et je reviens sur ce que tu as dit, Amaury. Je pense que les blessures, tu t'en fous un peu, honnêtement. C'est ce qu'on a vu sur le début de saison, à part une de Shea. Mais si Shea ne se blesse pas, je peux parier que tu ne perds pas 2 matchs d'affilée de la saison. L'année dernière, je me demande si c'était pas déjà le cas, mais là, je peux parier que tu ne perds pas 2 matchs d'affilée de la saison. J'ai pas regardé le calendrier, je sais pas comment ça se passe. Si Shea ne se blesse pas, je pense que tu le fais pas. Tu ne perds jamais 2 matchs d'affilée. Donc déjà, ça, c'est une force, même dans la réaction, dans plein de choses, hein. J'ai tweeté, ça a un peu déchaîné les foules après le match des Spurs, mais je pense que le prochain contre les Spurs, tu vas avoir une certaine motivation qui fait que, bah, si je devais mettre ma maison, je pense qu'ils vont le gagner. Je pense, voilà, mais bon, on verra. Donc je sais pas. Et en plus, alors intrinsèquement m'a rassuré, et notamment le match des Spurs, c'est que tu es nul et tu gagnes presque contre une bonne équipe. Alors en ah étant ouais, nul, ouais. hein, parce que je pense que c'est, Franchement, ouais, tu es à un tir, Alex Caruso, il marque, ouais, la son contre-attaque son là. tir tout seul là, et on gagne, hein. On gagne peut-être, hein. Donc Ouais. ça se joue à rien. Puis tu as un Isaiah Joe, tu gagnes. Pour moi, tu as Isaiah Joe, tu gagnes. Tu Alors après, tu tu te prends pas un 3 je points. finirai juste par dire que j'ai peut-être, moi aussi, pas envie qu'il le fasse, dans le sens où, pour le faire, encore une fois, tu es obligé
te fatiguer physiquement. Bon, même si OKC fait beaucoup retourner, etc., tu es quand même obligé de tirer un peu sur les corps pour le faire. Mentalement, j'en parle même pas, parce que là, dans l'exigence de dire au 78e match, alors que tu es déjà qualifié premier de tout le monde, de te dire, bon, allez, encore. Et ça a joué des tours aux Warriors, tu l'as bien dit, Charlie aussi. Et Draymond en a bien parlé pour le coup, pour une fois qu'il disait Ouais. quelque chose d'intéressant, entre guillemets. Non, je rigole, mais là, pour le coup, il en a bien parlé, c'était intéressant. Non, je suis pas sûr que j'ai envie qu'il le fasse, et effectivement, je préfère qu'on soit 100% pour aller faire le back-to-back. Je la trouve un peu surcotée, la gimmick de les Warriors ont perdu parce qu'ils ont fait les 73 wins. Non, c'est pas que Mais ça, Non. mais tu te dis ça a joué. Je trouve que, oui, effectivement, alors après, je peux dire ils ont perdu parce que Draymond est suspendu, hein, au 6 ou au 5, je sais plus lequel. Voilà. c'est au 5. Ouais. Donc, mais je comprends dans ce qu'il veut dire en fait, tu aurais pu passer une saison plus tranquille et te concentrer sur un but final, et là, tu avais déjà un premier échelon très Oui. important et très prenant à faire. Oui, Mmh. je vois ce que tu veux dire, dans le sens où Attention. peut-être que même les 73 wins, ils l'ont pris un peu comme, enfin, ils l'ont célébré d'ailleurs, ils l'ont pris un peu comme une victoire, etc. Normal. Ce qui fait que bien sûr, bien sûr. Ce qui fait que tu es un peu moins focus, ce qui les a pas empêchés de revenir à 3-1 contre Oklahoma City, mais c'est un autre débat. Euh, mais oui, oui, c'est ça. Après, moi, en même temps, on a eu un calendrier facile, ce qui nous a donné plein de victoires. En même temps, on va avoir un calendrier difficile, ce qui va donner plein de matchs intéressants, ce qui va donner une seconde partie de saison où ça va être un challenge, en fait. C'est ça enfin, qui me hype et qui va être super intéressant. C'est qu'on a pu dire, bon, avant le match contre les Spurs, on s'ennuie un peu avec cette Oklahoma City, etc. Là, on va pas s'ennuyer. En tout cas, à part, enfin, si on éclate tout le monde, enfin, je sais pas quoi dire, parce qu'on va pas éclater enfin, on rejoue 4 fois les Spurs d'ailleurs, on les joue 5 fois cette saison. On va pas rééclater les Spurs, on va pas rééclater, enfin bref. Mais en tout cas, on a plein de matchs à le temps à jouer. Et je pense qu'on va pas, en fait, on va pas être très loin de toute façon, on est tellement fort qu'on fera pas plus que avec 15 défaites si on n'a pas de grosses blessures. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord sur le côté switch mental. Mais est-ce que Degnault, c'est vraiment que c'est. En fait, c'est dans ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est est-ce que Degnault, c'est quelqu'un qui va se dire OK, les gars, on joue à fond, etc., qui va motiver ses gars avec le côté des 74 wins. Ce qui va dire, ouais, parce qu'il veut. Peut-être que c'est même dans son intérêt bah, moi, j'ai ma 0-0 mentality, j'ai envie que mes gars restent concentrés jusqu'à la fin de saison. Si je leur donne pas un petit challenge de fin de saison, parce que bah, c'est des compétiteurs, c'est des joueurs NBA, peut-être qu'ils vont un peu se déconcentrer quand on sera justement en 55-5, etc. Que plutôt, peut-être que enfin, ça peut être une bonne chose au final d'aller chercher 74 wins si on arrive à ne pas se bloquer, enfin à ne pas se fatiguer, etc., mentalement, physiquement, à ne pas surutiliser les joueurs dans des fins de match, j'en sais rien. Tu joues Portland, tu es à égalité à la mi-temps, tu vas pas faire jouer chez 20 minutes la deuxième mi-temps par exemple, ce qu'on fait pas actuellement d'ailleurs. Tout ce genre de petits trucs-là qui peuvent te coûter un peu en playoff. Faudra voir. Ah, moi, je pense vraiment que les news qu'il dirait à ses joueurs, c'est: «Les gars, l'objectif, c'est pas forcément le meilleur record de l'histoire, mais c'est vraiment le back to back, quoi». Je pense que la différence, elle est peut-être là, et c'est vraiment, travailler, sur, nos faiblesses pour, faire le back to back. De toute façon, c'est ce qu'il a dit, je crois, Daigneault d'ailleurs, qu'en fait, ils envisageaient un peu la saison comme s'ils avaient perdu au deuxième tour l'an dernier, que les Nuggets avaient remporté le game 7, et que, en fait, c'est ce qui allait te permettre, ce qui allait permettre à OKC de continuer d'évoluer et de continuer de travailler. Donc je sais pas si vraiment c'est un truc que Daigneault, ferait en mode, un peu, objectif, de l'année pour continuer à motiver ses gars. Je je pense pas que ce On soit trop la saura pas, mentalité. hein. Après on sait On pas, on saura. saura jamais. Nous, On on fait de saura la jamais. psychologie là un peu, Mais mais on c'est sait pas ça, comment il fonctionne en Ouais, interne. mais c'est c'est Je ça. pense que complètement. tu as des compétiteurs quand même, et tu le vois même avec la NBA Cup. En fait, l'enjeu est nul. Enfin, si, ils gagnent des sous, mais tu as une bannière Mmh. de NBA Cup, super. Mais en soi, eh ben, ils sont plus motivés, les gars. Et mine de rien, ça a un peu marché, cette Ouais, histoire ouais, ouais. d'NBA Cup. Donc, tu te dis un record all-time comme ça, ouais, quand même. Et puis, en soi, même si tu perds le titre derrière, ce que je ne souhaite pas, tu as quand même une aura et tu seras une équipe un peu de légende. Je sais pas comment te dire ça, mais Bah ouais. les Warriors 2015-2016, c'est une équipe de légende. Alors certes, on s'en souvient Ouais, parce qu'ils ont perdu en finale, mais on s'en souvient parce que ouais, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire. ouais, Voilà aussi. Je ouais. sais pas. Bon après non, parce qu'il y avait l'équipe avec Eddie qui était encore meilleure. Donc non, Ouais, c'est ça. ils se Ouais, sont C'est ça tués le tout seuls. problème. C'est ça le oui, mais problème. Mais non, mais vous ah voyez ouais. ce que je veux dire en termes Mmh mh. d'aura, et tu as ce Oui, souvenir c'est de cette sûr. équipe-là, et je pense qu'il sera immanquable. Mmh mh. Bah oui, ça sera toujours, ouais, ces Warriors-là, ils ont fait le record et tout, machin, et c'était trop fort. Bon, après, ils ont perdu parce que LeBron. Mais voilà, il y avait quand même ça. C'est voilà. À la limite, si je
si jamais on doit perdre en play-off, je préfère qu'on ait fait le record avant. Au moins, tu as fait, une saison historique Oui, et une bah, saison de titre, oui. voilà. Mais si tu dois choisir, non, le titre tous les Quoique jours, ça c'est fout peut-être encore plus le seum quand même. Ça fout ouais, peut-être mais encore après plus tu en restes quand rage. même, tu es une équipe oui, tu te diras toujours: «Ah quand même, Oui. ah on aurait Ouais, dû mais Ouais. gagner». dans 5 ans, tu te diras pas: «Ouah, mais j'aurais préféré faire, 60 Oui, victoires». oui. Tu te diras: «J'ai fait Ouais. 75-7, j'ai fait mon Oui, oui, équipe c'est a sûr. fait 75-7, C'est sûr. tu Tu es parleras à dans tes le enfants, t'inquiète». tu dans le livre d'histoire, hein, tu es quand même, Ah oui. voilà. Ouais, c'est ça. Mais quand même, l'analogie avec ces Warriors, elle est quand même assez drôle parce que c'est vraiment 10 ans plus tard, c'est le même scénario, genre une équipe championne qui vise, le back to back et qui a gardé les mêmes joueurs. Tu as un MVP, en puissance. Enfin, ouais, Mmh, c'est quand même assez intéressant. des petits clins d'œil cool, ouais, effectivement. Mmh. Bon, on a parlé un peu de match haletant. On va quand même finir un peu par parler vraiment du match des Spurs. Il a été quand même, un peu en sous-marin aussi, tout le long de l'épisode. Voilà, un match, où les Spurs ont été meilleurs, que OKC globalement. C'est pas un match qu'ils ont volé, loin de là. Malgré un bon début de match d'OKC, un bon premier quart-temps qui était devant, qui avait encore un peu d'adresse, qui avait encore un peu de rythme offensif et puis ensuite ça s'est vite, délété, j'ai envie de dire, même si tu as eu des réactions par moment, notamment quand tu étais à -6, -7, un peu dos au mur et ben, tu as eu des réactions. Mais tu as perdu dans le clutch. Est-ce que, Amaury, ce match-là, déjà, t'a inquiété ou pas? Bon, la réponse, je la connais à peu près, mais je te la pose quand même. Mais surtout, quel point un peu t'a fait tiquer? C'est plus ça qui est intéressant. Ouais, inquiété, non. C'est des matchs qui arrivent dans une saison. On peut pas faire 81-1. Faut bien qu'on perde des matchs et si on est inquiet de perdre un match de 2 points alors qu'on a, le ballon finalement, on a le ballon dans les mains à 1 seconde pour égaliser, hein, parce que Caruso a le ballon dans les mains, même si bon, Ouais. heu, non, je rigole. Mais on a quand même enfin, on a les ballons pour revenir. Mais ce qui m'a fait tiquer, moi, mon plus gros tic, c'est Mark Daigneault. Moi, c'est le coaching de ce match que j'ai trouvé, mais je l'ai trouvé hors de son match. J'ai trouvé que tout était à contretemps, à partir du premier quart-temps ou à partir du moment où Victor Wembanyama rentre sur le terrain. Je comprends l'idée de tu veux jouer plus petit, je sais pas, enfin, en gros, le problème, c'est que Jalen Williams était seul pivot sur le terrain au moment où Wembanyama est rentré. Donc OK, première chose, je me dis: «OK, peut-être qu'il veut pas trop bouger ses rotations parce que Jalen Williams finit toujours seul Mmh. pivot». La line-up avec Shai et les 3 petits et Jalen Williams pour space le terrain. Mais je veux dire, quand Jalen Williams, c'est un mec qui shoot à 28%, il space pas le terrain. Tu je me suis dit dans ma tête: «Bah, si tu veux jouer, je sais pas, enfin, tu veux faire, sortir Wembanyama de la raquette et cetera, beh, joue avec Jae 2.5. Quitte à pas prendre un rebond, beh, prends-en 0, mais au moins tu feras sortir Wembanyama de la raquette». Là, on a eu le problème de on prenait pas un rebond, parce que Jalen Williams n'a pas pris un rebond enfin Victor, enfin après, Victor prend des rebonds sur tout le monde, hein. Mais là encore plus sur Jalen Williams, le mec il lui a marché dessus, il y a un moment il passe les 2 bras au-dessus de sa tête, il prend le rebond et il marque avec les 2 bras au-dessus de sa tête. Et c'est le moment où les Spurs reviennent. On est à plus 12-13 là. Et Victor fait sa période. Et en plus, on se tape tout Twitter en même temps qui est là, ouais, Victor, machin et tout. Bah oui. Le nombre de joueurs qui ont mis le nombre de joueurs qui ont mis des mixtapes à Jalen Williams sur ce début de saison, c'est pas le seul, hein. Euh, mais voilà, donc ça, j'ai pas compris. Et ensuite, bah pareil, on se retrouve, je crois que je sais plus, c'est fin de troisième quart-temps ou non, c'est fin de troisième quart-temps. On se retrouve avec Jalen Williams sur Victor. On reprend un run. Et début de quatrième quart-temps, Victor sort du terrain, il y a Jalen Williams et la line-up marche très bien. Quand Victor n'est pas là et que Jalen Williams est là Mmh. avec les autres. Et donc je me suis dit, alors pourquoi tu n'as pas essayé ça avant? Et en fait, tu aurais pu faire jouer Jalen Williams dans ce match, mais quand il n'y a pas Victor, et quand il y a Victor, tu me remets soit Chet 5, soit tu mets Hartenstein, tu fais de la double big, etc. Donc c'est un premier choix que j'ai pas trop compris par Degnault et que j'ai l'impression qu'il a un peu fait briller Victor en fait, un peu sur ce point-là. Ensuite, deuxième point que je comprends pas, c'est l'utilisation d'Hartenstein en deuxième mi-temps. Alors, il y a le seul truc qui peut un peu défendre Degnault, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu blessé, à Mmh. moitié, etc. Donc je me suis dit, ok, il joue pas dans le quatrième, mais il rentre pour le rebond. Donc je me suis dit, enfin, je me dis à partir du moment où il rentre, Degnault ne fait pas rentrer un joueur à 2 secondes de la fin s'il est blessé. J'en sais rien, hein, mais c'est ce que je me suis dit dans Non, ma oui, tête. c'est sûr. Donc je me dis, c'est un choix. Arthur je crois que je joue 20 minutes dans ce match-là. Donc je me dis, c'est un choix de la part de Degnault que je ne comprends pas parce que on en a très bien parlé tout à l'heure. Quand cette équipe de KC en attaque, il n'y a plus rien qui bouge, bah, essaie de faire entrer Hartenstein, remet du mouvement, remet des mouvements off-ball, des dribble end-off, des cuts, etc. On a vu 0 cut en deuxième mi-temps. On n'a pas vu un panier facile grâce à un cut parce qu'on n'a même pas tenté. Donc ça, incompréhensible. Et puis pour le pire, la gestion de fin de match. Tu as 2 temps morts, tu as un challenge restant.
tu utilises tes 2 temps morts enfin, tu utilises un temps mort parce que tu n'arrives pas à mettre la balle en jeu après avoir dessiné un temps mort pendant 3 minutes. Et ensuite, tu refais la même chose et tu donnes la balle à Chet alors que les Spurs peuvent faire faute à 20 mètres du panier. Donc évidemment, les Spurs font faute. Chet fait 1 sur 2. Et d'ailleurs, bah, tu te retrouves à, heureusement, Victor a de s'est lancé, mais tu te retrouves à -3 avec 100 temps mort et sans challenge. Challenge que tu aurais pu peut-être utiliser au moment de la sortie de balle, là où Caruso tape un peu le Mm. bras. C'est Vassell Castle qui sort le ballon. Et qui, pour moi, te fait perdre le match. Gestion des temps morts qui m'a fait penser au match 6 contre Dallas et le challenge sur le 3 Coupé. points de Mm. PG Washington. Mm, mm. Exactement. Mais voilà, mais pour la petite anecdote. Mais voilà, moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec les choix d'Ignol tout au long du match samedi. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi en fait, et c'est rare qu'on tape, c'est un grand mot, mais qu'on soit mauvais sur Daynault, entre guillemets, qu'on en dise plutôt du mal. C'est vrai que l'utilisation d'Hartenstein, moi, elle m'a fait tiquer, dans le sens où, oui, tu peux mettre un plus petit sur Wemby, et honnêtement, la strat, je la comprends. Elle a été même fonctionnelle avec Caruso, ou qui l'a bien embêté et qui a permis à d'autres de venir aider, Shai le contre, Lu Dort le contrer, etc. Mais par contre, il faut que tu prennes un rebond. Il faut que tu aies un grand quand même, tu vois. Et je te rejoins sur que Jay Will quand il y avait Wemby sur le terrain. Non, ça n'a pas fonctionné. Il a regagné des minutes à la fin, effectivement, il met 2 paniers et tout. Tu fais ah. Mais ouais, et puis Hartenstein, t'en avais besoin en fait. Je comprends pas pourquoi il ne pouvait pas jouer ce match-là. Alors, effectivement, à part un intérieur, les Spurs jouaient assez petit, mais il n'y a rien de. Wemby n'est pas le joueur le plus rapide non plus. Je pense qu'il peut le tenir à peu près en vitesse, Hartenstein. C'est pas sur ça que Wemby va jouer. Enfin voilà, je comprends pas pourquoi il ne pouvait pas jouer. Est-ce qu'on avait trop peur de juste laisser Hartenstein sur le terrain en attaque et que du coup Wemby reste dans la raquette? Ouais, ok, mais bon, ça n'a pas été fonctionnel à part. Donc ouais, j'ai trouvé ça assez bizarre. Voilà, je pense que honnêtement, Daniel s'est fait un peu brain par l'utilisation de Wemby, par le coach adverse aussi. Je trouve que globalement les Spurs étaient très 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 motivés sur ce match-là, bien plus que OKC, et très très préparés. Comment utiliser Wemby au poste, etc. sur plein de choses. Je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont proposé pour essayer de et réussir à nous battre. Donc ouais, vraiment, ouais, ça je te rejoins. Après, effectivement, les rotations compliquées, la défense sur Wemby, honnêtement, le choix tactique, j'en ai débattu avec certains, je peux le comprendre. Et ça a marché sur Jokic l'année dernière, et je trouve que tu n'avais pas forcément d'autres solutions à part mettre Hartenstein. Donc ouais, je ouais, c'est plus offensivement où vraiment je suis frustré, quoi, parce que il n'y a rien eu, il n'y a rien. Le clutch, c'est ouais, tu te reposes sur Shea, tu te reposes sur J-Dub, t'as pas grand chose. Et heureusement que t'as Caruso qui joue un peu le facteur X et qui a failli faire basculer le match dans le bon sens, parce que il fait un super dernier quart-temps. D'ailleurs, il a un plus-minus exceptionnel. Les seuls moments où il sort, et ben, bine de rien, je crois que tu reprends un ou deux paniers. Non, il a vraiment été super fort sur la fin de quart-temps. Il est pas loin de faire gagner le match. Mais heureusement qu'il est là pour apporter un peu de soit de folie, soit de vice, ou soit de ce que vous voulez. Mais au moins, il a été facteur X là-dessus, parce que Mitchell a été discret et peu utilisé au final, et dans le dur aussi parce que bien défendu. Wiggins n'a pas existé. Enfin, ça a été dur, hein, ça a été vraiment dur, hein. Donc, ouais, offensivement très déçu. Et je trouve que je suis pas inquiet, mais ça a montré quelques limites et qu'on avait déjà vu auparavant en playoff. Alors, c'était pas les mêmes choses parce que c'était face à de la zone, voilà, c'était les playoffs, c'était autre chose. Mais là, tu as été en difficulté parce que Wemby gardait la raquette, parce qu'il a motivé tout le monde à aller défendre plus haut, etc. Et il a permis à tout le monde de défendre plus haut. Donc ouais, puis en vrai, ces Spurs nous ressemblent un peu, hein. Enfin, là, comment ils ont joué, ça ressemblait un peu à du OKC défensivement et tout ça, hein. Donc c'était très intéressant. Ouais, bah, moi après je vais pas répéter, tout ce que vous avez dit, c'était quand même déjà très complet. Moi le match, je l'ai vu en replay le lendemain matin, donc j'étais quand même moins Calme. dans l'effervescence que Moins fatigué. voilà, moins fatigué et moins dans l'effervescence de ce match qui a été, très intense. Moi, ce que je rajouterais, c'est que vraiment ce match, il m'a rappelé, des matchs de play-off, donc déjà dans l'intensité, dans Mmh. l'impact, que les 2 équipes, ont apporté, voilà, et que les 2 équipes qui avaient énormément de répondants, qui se répondaient coup pour coup. Mais aussi, voilà, ça m'a beaucoup rappelé la série face aux Nuggets où, tu as un grand pivot qui t'oblige à t'adapter. Tu mets Caruso sur lui, Caruso qui est littéralement le facteur X, du match ou de la série. Le fait qu'offensivement, tu sois mis en difficulté et que tes, 2e, 3e options n'arrivent pas à créer, donc en la personne de J-Dub et les autres. Donc ouais,
ça a encore une fois exposé les faiblesses d'OKC que, selon moi, on connaît. Alors, on les a aussi vus sur d'autres matchs cette saison, mais là, comme c'était un match quand même comme on l'a dit, je pense que beaucoup de monde était devant et beaucoup de monde se sont soit maté le replay, soit se sont maté les highlights longuement. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est des faiblesses qu'on connaissait et on sait que OKC doit encore travailler dessus. Mais non, après, je vais pas redire ce que vous avez dit. Moi, c'est vraiment offensivement que c'était compliqué et même dans ouais, l'impact que les Spurs ont donné. Ils avaient presque plus de motivation, plus de hargne qu'OKC, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, quoi. Ouais, clairement, enfin, en fait, ils avaient plus faim que nous sur ce match. Ils avaient plus envie. Mm, Je suis d'accord avec Pierre, ils étaient plus préparés. Et en fait, leur plan de jeu était quasiment parfait. Mais un plan de jeu quasiment parfait, ça fait 2 points d'écart et un money time. Donc c'est dire le niveau de cette équipe, en fait. Mais Ouais, pour après, revenir, tu te dis, Wemby aurait pu jouer plus ou autre dans un compte. Mais ça aurait changé le match, en fait. C'était plus après du tout le oui, même match, en fait. C'est plus du tout pareil. Mais oui, non, exact. mais c'est sûr. Exactement, parce que justement, là, enfin, Wemby, finalement, le moment où il a le plus souffert, c'est en fin de match. C'est quand on arrive à mettre Caruso sur lui, etc. Donc peut-être s'il avait joué plus, on aurait trouvé ça justement au troisième quart-temps, et on aurait fait un run plus tôt, etc. Ça aurait été un match complètement différent. C'est pour ça que je suis pas d'accord non plus avec Isaiah Joe gagner ce match. Parce que avec Isaiah Joe, ça aurait changé un peu la tournure du match. Il aurait peut-être été en difficulté défensivement face à des mecs très physiques comme Castle, comme Vassell, etc. J'en sais rien, hein. J'aurais préféré avoir Isaiah Joe aussi sur ce match, mais j'ai pas envie de réécrire le match. Mais moi, un truc qui m'a un peu aussi embêté avec cette équipe, c'est bah, en fait, Wembanyama, je suis d'accord, il est très dissuasif, etc. Bah, moi, je préfère que Wembanyama il soit à 5 contre Ouais. et qu'on se fasse contrer, plutôt que là, il soit à 2 contre parce qu'on fait que ressortir le ballon dès qu'on passe dans la raquette. Et au final, on se retrouve à prendre un 3 points contesté à 24 secondes enfin, après 24 secondes de possession. Ah non, bah vas-y, monte sur Wembanyama, tu peux peut-être obtenir une faute qui va peut-être te contrer, mais c'est pas grave, mets-le à 6-7 contre. Tout le monde va en parler, je m'en fous. Au moins, on va mettre de la pression sur l'arceau. Au moins, on va forcer Wembanyama aussi à redescendre encore plus vers l'arceau et ça nous ouvrira plus de tirs que ce qu'on a eu ou le nombre de tirs qu'on a pris de step back de Shea qui prend 7-3 points, ce qui est quand même assez rare cette saison. Même s'il les met régulièrement, on a Ludort qui prend full 3 points, etc. Enfin, on a été à 9 sur 36 à 3 points. Quand tu n'es pas capable de mettre un tir, alterne, trouve autre chose. On parlait d'Artenstein, mais même sans Artenstein, juste va au cercle, J-Dub va au cercle, monte sur Wemby, je m'en fiche que tu rates, c'est pas grave. Mais mets un peu de pression, trouver de l'alternance, plutôt que aller s'empaler dans des tirs. Et en fait, c'est ça, le manque de mouvement de cette équipe. Et il n'y a aucun moment où j'ai vu une réaction dans le quatrième quart-temps autre que la défense. En fait, ce qui nous a remis dans le match, c'est la défense. Mais Bon, on n'a comme jamais vu. toujours. Bah oui, c'est ça, comme toujours. Mais j'aimerais bien de temps en temps voir un petit changement d'attaque, j'en sais rien. Tu me fais rentrer un joueur un peu. Tu me fais rentrer Aaron Wiggins. Aaron Wiggins, il a été mauvais, mais Aaron Wiggins, il n'a pas eu des bons tirs. Aaron Wiggins, il a eu 2 bons tirs, il les a ratés, il a perdu la confiance. Et derrière, il a pris, je crois, il prend 4 tirs dans le match, il joue 11 minutes. J'en sais rien, quand t'as un peu de difficulté, tente un Aaron Wiggins. J'allais dire tente un Youngblood, bon, peut-être pas. Mais ouais, bon. Mais tente un truc, quoi. Tente autre chose, Mertenstein, je sais pas. Mais, euh, mais trouve de la variété offensivement, ce qui pêche beaucoup avec cette équipe et ce qui est notre plus gros défaut. On en parlait avec l'attaque, en fait. Non, je suis très d'accord avec toi sur la pression au cercle qui a été inexistante. Oui. Qui a marché au tout début de match où Wemby était pas sur le terrain, ça a marché sur cornet, etc., où tu faisais vivre la balle et du coup tu avais des espaces. En fin de match, c'était ouais, risible, quoi. En fait, tu marquais presque sur transition déjà, parce que les paniers de Caruso, en fait, ils piquent des ballons, le dunk qu'il met, etc. Voilà, tu mets beaucoup de transition. Chez marque aussi sur transition quand il compte Wemby et voilà. Donc ouais, après, tu te reposes en fait sur un peu ce qui a marché en début de saison où dans le clutch, tu donnais la balle à Shea, il mettait des step back et tu gagnais le match. Mais là, on était vraiment en mode playoff de ces dernières années et les mauvais matchs de playoff, quoi. C'était vraiment le Mm. sentiment que j'ai eu en mode. Tu me dis, ce match-là, c'est un match 3 à San Antonio où tu gagnes 2-0 et tu fais ça, ça me surprend pas du tout, Ah du ouais, tout. c'était Euh, tout comme, hein. C'était vraiment tout C'est C'était comme. le match clairement pour ce Denver, ressenti, hein. quoi. Ouais, C'est le même c'est match clairement ce ressenti. que Denver. Mm, mm. Où l'équipe adverse arrive bien plus motivée que toi. Toi, ils sont adaptés un peu à tes trucs. Toi, t'es moins en forme, machin. Mais, ouais, classique, quoi. Ouais, et puis après, je suis d'accord avec toi. Mais globalement, les Spurs, franchement, ont fait un très gros match. Et vu l'intensité, que ce soit sur le terrain, dans les célébrations, dans tout ce qu'il y avait autour du match, tu voyais que bah, ils étaient en mission pour le gagner. Mais tu pouvais casser ça, en fait. Et tu l'as pas fait parce que, en fait, dès qu'Wemby rentre, au mieux de
limiter la casse, et ben, tu l'as un peu mis en position qui performe, et lui a très bien performé aussi, il faut le dire. Il était très bon. Et ça, tout le match, en fait. Tu as rarement réussi à couper leur run. Tu es à plus 16, ben, tu les laisses revenir, etc. Ouais, tu leur as laissé un peu mettre leur truc en place, globalement, alors que tu aurais pu les éteindre très rapidement. Parce que le plus 16 et même plus 11 à la fin du premier quart, au plus 12, bah, en soi, si tu fais le taf avec le banc derrière, tu peux vite être à plus 20, plus 25, et c'est presque réglé, en fait. Et Wemby, il joue pas à tout ça, il le laisse au repos en plus, tu vois. Donc ouais, ils ont été dans leur plan de jeu, tu les as laissés faire. Tu t'es peu détourné pour essayer de mettre à mal leur défense aussi. Leurs défenseurs ont fait du gros boulot et ont été dominants. Donc non, ouais, c'est pas une très belle performance, honnêtement. Ouais. Non, clairement. Mais et on a eu Wemby qui a fait ses petits chambrages tout le match. Bon, moi ça me plaît. Moi A raison, c'est oui, marrant. voilà. Bon, après, Oui. Kayson Wallace qui fait faute, hop, il célèbre. ça me gêne. En vrai, ce chambrage-là me gêne moins que tout ce qui est Bah créé oui. par la presse pour rien, qu'on a Ah, parlé mais un moi petit peu aussi. au début. Ah, moi aussi. Voilà, ça me dérange bien moins que ça, de voir. Je pense qu'il aurait eu un retour de flamme pareil si il y avait eu autre chose ou autre, tu vois. Si Oui, Caruso bah, lui donne dessus, il y a un retour de flamme 10 ah fois bah, pire, tu vois. Donc Ouais, c'est non, sûr. c'est le jeu et c'est la NBA, et ça je suis d'accord. C'est plus l'aspect moins artificiel que j'aime pas, qui est en train de se créer. Faut laisser les choses se faire. Et typiquement avec ce genre de match, ça se crée tout seul. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ils sont assez compétiteurs pour se rentrer dans la gueule, etc. Et d'ailleurs, juste peut-être pour finir, on parlait de Wemby, mais l'action la plus symptomatique de il se passe rien en attaque, c'est quand on laisse Chet jouer une ISO sur lui. Mais genre Ouais. vraiment, on a dit Chet joue une ISO sur le meilleur défenseur de la planète, qui est plus grand que toi, plus vif que toi. Le truc où Chet ne pourra jamais rien faire, et les gens célèbrent l'action. Non, bah non, en fait, c'est juste pas surprenant. Il est pas capable de le faire sur des joueurs lambda, j'ai envie de dire, déjà régulièrement. Donc sur Wemby, c'est même pas la peine. Donc, mais c'est symptomatique, cette action-là, il se passe rien en attaque. C'est Ouais. genre, tu joues, je sais pas comment il a reçu la balle, est-ce qu'on a fait un pick and pop, tu lui donnes la balle, il n'y a aucun décalage, bon ISO. Ouais, compliqué, compliqué. c'était un replay de la saison rookie de Victor. Il fait le même contre Oui, exactement oui, à c'est San le même. Antonio. Ouais. Franchement, ouais. Après, là, c'est Chet qui veut aussi faire un peu le prouveur. Il a respecté le système tout le match. Il a fait un très bon match. Il a plus 10 de plus-minus Chet aussi, comme Caruso. Chet fait pas Il a un mauvais match en soi, hein. fait Non, il fait un un bon bon match. match. Moi, je trouve qu'il fait vraiment un bon match dans le marasme offensif de Ouais. la deuxième mi-temps. Mais ouais, il veut faire son petit prouveur sur Victor et je sais pas ce qu'il a pensé, quoi. Je sais même pas si c'est ça ou si c'est vraiment une fin de poste. Surtout que c'est une fin de possession et tout, il reçoit la balle, il la joue, hein. Parce que pour le coup, Mais Chet, ouais. j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de ça, honnêtement. Oui, mais Oui, parce que oui. dans mes souvenirs, c'est pas une fin de possession, hein, c'est pour ça que je dis ça. Dans mes souvenirs, il reste Je pense, 16 ouais. secondes. Ah, mais Ah ouais? je me trompe complètement, mais dans mes souvenirs, il y a Ah vraiment bref. 16 secondes sur l'horloge et il fait n'importe quoi. Si c'est ça, c'est pire. C'est pire. Oui, c'est vrai. Non, mais Mais vous vérifierez pour nous. Vous nous direz en commentaire un peu si Ouais. c'était vraiment ça. Messieurs, on va arrêter là. On a déjà fait plutôt long. On a pas mal parlé des petits matchs. Du petit match contre les Spurs. On a parlé du début de saison historique. N'hésitez pas, du coup, un peu à nous dire, vous, en commentaire, vos pronostics. Est-ce que OKC peut aller chercher le record? Aussi, de nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas depuis le début de saison. On a pas mal parlé des joueurs la dernière fois, donc on en a un peu moins parlé aujourd'hui, mais voilà. Et puis merci à tous les deux, et abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, je répète, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, partout. Puis voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et puis si on vous a pas d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque ça approche à grands pas. Ça approche à tout à grands fait. pas. Et puis quand même, cette année, OKC, justement, on en parlait, joue à Noël, à heure, peut-être la meilleure heure en plus, 20h30, contre les Spurs, revanche. Ah non, il y aura déjà eu un match avant, ce sera pas une revanche, ce sera peut-être la belle, on verra. Peut-être la belle ou alors la double revanche, si on a perdu. Donc ça va être immanquable, donc voilà, on verra, on verra si on est disponible, peut-être qu'on fera un peu de direct ou autre, on verra ce qu'on fait. Mais voilà, dans tous les cas, on se retrouve très vite, profitez bien, et puis salut. Yes, Salut tout le monde!